Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On dit que ce que l'on croit imprévisible suit parfois la plus juste des horloges. Dans cet épisode, Sophie nous raconte, avec humour et légèreté, la naissance de son premier enfant en maison de naissance. Malgré les 2 heures de trajet, c'était une certitude, c'est là qu'elle voulait accoucher. Elle revient sur ce que ça implique d'être accompagnée en tant que soignante. Elle nous parle de sa peur de devoir être, selon elle, une bonne patiente et de comment ses connaissances médicales refont parfois surface, invitant l'inquiétude là où elle n'est pas attendue. Entre confiance, lâcher prise et regard professionnel mis de côté, elle nous offre un témoignage pétillant sur la puissance d'un accompagnement respectueux, surtout quand on connaît les coulisses. Aujourd'hui, Sophie nous raconte son histoire. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie, bienvenue à notre micro. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous dans cet épisode. On est très heureuse de pouvoir écouter ton parcours de maternité aujourd'hui, mais avant de plonger dans le sujet, pourrais-tu commencer par te présenter ? Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans, je crois. J'ai 31 ans, j'habite en Aveyron, je suis médecin généraliste, j'aime plein de choses dans la vie, faire du sport, et en ce moment, je fais beaucoup mes enfants. Et donc, j'ai 2 enfants, un petit garçon qui est né en 2022 et un petit garçon qui est né en 2024. Et on vit tous les 4 avec mon compagnon et mes enfants, voilà. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement ? À Doumaya, la maison de naissance de Castres. Avant de parler de ton suivi et de ton accouchement, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots, comme toutes nos invitées, ce qu'est une maison de naissance. Alors, pour moi, une maison de naissance, c'est une structure pour accoucher de manière physiologique, accompagnée par des sages-femmes. Et c'est un entre-deux entre l'hôpital et la maison pour les accouchements. Aujourd'hui, on a décidé de t'inviter dans cette thématique qui est presque écrite pour toi, car on avait très envie de recueillir ton double regard, celui de la femme devenue mère et celui de la professionnelle formée au médical, comme tu nous l'as dit. Et donc, avant d'entendre le récit de ta première aventure en maison de naissance, on va parler de ton suivi avec Julie. Alors, pour reprendre les choses depuis le début, on aimerait savoir comment les maisons de naissance et l'accouchement physiologique sont arrivés dans ta vie et dans ton parcours. Est-ce que c'est arrivé par le biais professionnel ou est-ce que c'est arrivé plutôt par ta curiosité personnelle ? C'est plutôt arrivé pas par le biais professionnel, justement, puisque ça va un peu à l'encontre de tout ce que j'ai appris ou tout ce que j'ai vu pendant mes études, puisque moi, j'ai fait des études de médecine. J'ai commencé même un internat de gynécologie obstétrique et donc là, je voyais que des accouchements médicalisés et que des accouchements à l'hôpital, en fait. Et la vision de l'accouchement extra-hospitalier, elle est un peu... non, elle est pas très bonne, c'est dangereux, c'est des gens un peu à la marge. Bon. Donc, tant que j'étais là-dedans, dans mes stages à la maternité, j'ai jamais envisagé ce type d'accouchement. Puis j'ai rencontré mon copain qui lui habite à la campagne, qui est pas très médecin, pas très médecin, qui est un peu loin du monde médical et s'il a pas besoin d'y aller, il y va pas dans les hôpitaux ou chez le médecin. Et du coup en discutant avec lui, il me disait comme ça pour rire, le jour où t'accouches à la maison ou t'accoucheras sans péridurale. Enfin, moi je me disais ouais. Et puis comme j'ai basculé après dans un deuxième temps vers la médecine générale, j'ai plus du tout vu d'accouchement. Je me suis éloignée de l'hôpital. Je suis arrivée en Aveyron et j'ai entendu parler, parce que je suis à la frontière du Lot et le Lot c'est quand même, non, je vais pas faire des généralités, mais il y a beaucoup de gens dans la région qui accouchaient un peu différemment, qui choisissaient d'accoucher plus naturellement, qui choisissaient d'accoucher même certaines à la maison, parce que je crois qu'on a une sage-femme à domicile dans
dans la région. Donc j'entendais un petit peu ce genre de récit. J'ai commencé à, je sais pas comment, atterrir sur les réseaux sociaux, sur des récits d'accouchement naturel qui s'étaient bien passés, plein de choses un peu positives justement que j'avais jamais vues avant. Et donc en lisant tout ça, ça m'a intéressée. J'ai entendu parler aussi à côté du plan d'essai des maisons de naissance. Je sais pas comment le formuler, mais Expérimentation. mais oui, l'expérimentation des maisons de naissance là qui était entre 2016 et 2020. Donc je suis tombée là-dessus. J'ai lu ça du coup peut-être avec la vision un peu professionnelle de me dire tiens il y a ça qui est à l'essai. Où est-ce qu'il y en a des maisons de naissance? Et j'ai vu qu'il y avait la maison de naissance la plus proche qui était à Castres, donc c'était 2 heures de chez moi. Et là, le jour où j'ai lu ça, je me suis dit bon, bah c'est trop loin. Le jour où j'accouche, tant pis. Ça me concernera même pas quoi. Donc j'ai vu qu'il y avait ça qui existait. Je lisais des récits un petit peu. J'ai commencé à m'imprégner. Bon. Et puis un jour, je suis tombée enceinte. Et encore que c'est pas venu un jour comme ça, on a mis longtemps avant de réussir à ce que je tombe enceinte. Et je pense que tout ce temps aussi de projet de grossesse, de désir de grossesse, j'ai lu des trucs, je me suis vraiment imprégnée de plein de choses. J'avais tellement envie de tomber enceinte que tout ce que je pouvais lire dessus, ça m'apportait. Donc je pense qu'en plus j'ai développé un intérêt plus particulier peut-être à je sais pas, à la naissance physiologique. Et le jour où j'ai réussi à tomber enceinte, il y a cette maison de naissance à Castres qui m'est revenue en tête en me disant ah quand même ça m'intéresserait de au moins je sais pas d'aller voir. Je crois que je suis allée sur leur site internet et j'ai vu des photos et je me suis dit oh ça a l'air trop bien. Enfin vraiment au début c'était des trucs c'était même pas tellement le projet d'accouchement soit je sais pas qu'est-ce qui m'a attirée là-bas. Le lieu aussi, hein. Des fois, les photos sont assez chaleureuses, hein. Ça peut jouer, hein. Le lieu, je pense aussi, comme donc ce que je disais, mon copain, il est pas très monde médical. Le côté me dire, je pense qu'il sera pas à l'aise. Je le vois pas venir. Enfin, je le vois pas. S'il y a besoin, il y a besoin, mais je le vois pas. Voilà, s'il y a possibilité d'un suivi hors de l'hôpital, je pense que pour lui, ce sera peut-être plus confortable, plus adapté, j'en sais rien. Donc je pense plus à lui dans un premier temps qu'à moi presque. Ouais, mais ça joue, hein. Mais ça jouait aussi. Si finalement toi t'as pas trop d'avis ou que t'es en train d'y réfléchir justement du fait de tous les récits que t'as lus, etc., ça joue énormément aussi. C'est ça. La faculté du conjoint à pouvoir être dans de bonnes conditions au moment de l'accouchement. Et être impliqué aussi. Ouais, c'est ça. Je me demandais, est-ce que au moment où tu as découvert justement l'expérimentation des maisons de naissance, c'était pendant tes études ou après? Et est-ce que tu en as parlé avec alors soit tes collègues étudiants ou internes ou alors peut-être d'autres personnes, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui restait dans ta sphère intime? Alors à ce moment-là, quand j'ai pris connaissance de l'expérimentation, j'étais en fin d'études, j'étais en médecine générale et je me souviens pas en avoir parlé avec d'autres personnes, puisque j'étais plus trop entourée de personnes qui accompagnaient des naissances ou je pense que c'était pas quelque chose qui intéressait mes maîtres de stage, médecins généralistes dans le Cantal par exemple, donc clairement j'en ai pas trop parlé. Non, vraiment, là, j'en ai parlé à personne. J'ai plus parlé après des maisons de naissance quand moi-même j'étais suivie. D'ailleurs, j'avais des retours un peu de « mais t'es folle ». Mais à ce moment-là, non. À ce moment-là, j'en ai pas parlé. D'accord. Moi, la maison de naissance, en début de grossesse, c'est quand même quelque chose qui m'intéressait. Et donc, j'ai décidé de prendre contact quand même avec la maison de naissance d'Oumaya, même si on était un petit peu loin, au moins pour aller visiter. Donc, on est allé une première fois à la maison de naissance. C'était en décembre, donc je pense que j'étais à 3 mois de grossesse. On est allé visiter. On a fait la route une première fois. On s'est dit que c'était un peu loin, et on est rentré de là. Et là, je me suis dit, c'est là que je veux accoucher. Je crois, il y a pas le choix. Et là, c'était plus pour mon copain. À un moment, je lui ai dit, mais en fait, moi, c'est là que je veux accoucher. Et tu me suis dans mon projet. Ou alors, mais il y avait plus de choix. Je sais pas. Ça s'est présenté un peu comme une évidence. Je pense que j'avais pas envie, en ayant été de l'autre côté, en ayant beaucoup travaillé à l'hôpital aussi, en ayant été en stage là-bas. Moi, dans ma tête, je pense que je suis une mauvaise patiente. J'avais pas envie d'être côté patient. Je sais pas, j'ai une vision un petit peu où t'es passif, t'attends qu'on te dise de faire ça, enfin, je sais pas, on te donne des protocoles. Et j'avais pas envie de ça. En même temps, on s'appelle pas patient pour rien, hein, quand on est de ce côté-là. Historiquement parlant, je veux dire. Oui, maintenant, j'espère que ça change un petit peu quand même. Mais voilà, j'avais pas envie d'être de l'autre côté. Et là, de voir qu'on pouvait accoucher un peu comme à la maison, mais pas vraiment à la maison parce que nous, on habite loin des maternités aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a influencé un petit peu mon choix aussi. Parce que j'aurais pu dire, on accouche à la maison. T'es à combien de temps? J'ai 40 minutes de la première maternité. Ok.
qui était en plus un peu en instance pas de fermeture, mais c'était un peu en discussion à cette époque-là. Quand tu dis qui était, c'est que depuis, elle a fermé? Non, ça va mieux. Et ils ont retrouvé un gynéco, donc là, ça va plutôt mieux. Mais sinon, la maternité, oui, on est entre 40 minutes et 1 heure pour les maternités les plus proches. Ah oui, ok. Donc, je me voyais pas. Oui, finalement, Oui, en cas de la maison de transfert. naissance, ça se questionne, ouais, je comprends. Après, du coup, quelque part, j'ai dit ça à mon copain aussi. J'ai dit, de toute façon, il y aura de la route à faire. Donc, bon, Oui. qu'on fasse 1 heure ou 2 heures. Bon, même si en plein travail, c'est un peu différent. Oui. Donc, non, ça a joué quand même, parce que peut-être aussi en ayant travaillé en gynéco, en obstétrique, en ayant vu ce qui pouvait quand même, parfois, même si tout se passe bien, il peut y avoir besoin d'une prise en charge médicale. Ça me rassurait d'être à côté d'une maternité. Ouais. Pas dans la maternité, mais à côté. Oui, à proximité, ouais. Voilà. Du coup, c'est, je pense, comme ça que j'ai choisi d'accoucher à Doumaya. Merci pour toutes ces explications. On va parler maintenant un petit peu du suivi que tu as eu, une fois que tu as fait ce choix, comme tu dis, qui s'est un peu imposé à toi, d'aller accoucher là-bas. Le suivi démarre, mais avant de commencer ce suivi et de vraiment savoir concrètement de quoi il allait être question, est-ce que, du fait justement de tes études et de ta pratique, tu avais déjà une représentation, alors soit précise, soit biaisée, en tout cas, est-ce que tu te faisais une idée de ce à quoi allaient ressembler les consultations, et est-ce que ça a correspondu à cette image, ou est-ce qu'au contraire, tu as été surprise par l'accueil, le suivi de grossesse et ce qui t'était proposé, la façon dont tu étais accompagnée lors des consultations? Alors, quand j'ai commencé mon suivi de grossesse, j'avais déjà auparavant un suivi gynéco avec des sages-femmes vers chez moi. Ok. Et qui avait déjà du coup une façon de faire où elles prennent le temps, on discute, on se précipite pas sur l'examen médical. Donc j'avais déjà une approche, je me disais que les sages-femmes avaient une approche un peu différente des gynécos ou des médecins. Ok. Après, par rapport au suivi en lui-même, moi je connais le suivi de grossesse, donc j'avais les notions, qu'est-ce qu'on va demander comme examen médicaux comme suivi, ça je connaissais. Mais j'ai été agréablement surprise par le temps consacré, qui nous était consacré à moi et à Emilien, mon compagnon. Je trouvais qu'il était vraiment impliqué dans le suivi. Et ça, je pense que c'est pas le cas partout. J'ai trouvé après qu'on prenait vraiment du temps pour nous et c'était très agréable. Moi, mon suivi pour cette première grossesse, en plus, c'est un peu particulier. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai commencé. Il y avait 2 équipes en fait à l'époque à la maison de naissance, une équipe plutôt vers Albi, une équipe plutôt vers Castres, de sages-femmes. Et comme on était un peu plus proche d'Albi, on a d'abord été suivis par les sages-femmes d'Albi. Donc, on allait les voir tous les mois. Et la sage-femme qu'on rencontrait là-bas, elle prenait le temps, elle discutait, mais c'est vrai qu'il y avait quand même le côté assez carré, structuré. On sentait le côté médical derrière. Et ça, c'était au cabinet du coup des sages-femmes d'Albi? Oui, c'est ça. Pas à la maison de naissance? Non, donc Ok, d'accord. la maison de naissance, nous on l'avait vue à la visite de la maison de naissance. D'ailleurs, ce jour-là, on est arrivé, il y avait une femme en travail. Donc les sages-femmes, elles nous ont dit, vous pouvez attendre un tout petit peu. Bon, puis elles nous ont finalement quand même fait rentrer dans la salle de consultation. On avait en bruit de fond la dame qui accouche. Ça a mis mon copain dans le bain directement. Bienvenue. Et donc bon, on a visité, on est reparti. Mais donc on l'avait vu juste là, la maison de naissance, et ensuite on nous a orientés vers les sages-femmes d'Albi. Et là, on était au cabinet tous les mois. D'accord. Tous les mois. Oui, on a dû faire ça aux 3 mois, 4 mois, peut-être 5 mois. Et ensuite, cette sage-femme-là, qui nous suivait, a dû arrêter son exercice en maison de naissance parce qu'il y a un nouveau décret à l'époque qui est passé qui disait que les jeunes sages-femmes, entre guillemets, pouvaient plus... c'était une interprétation d'un décret. De moins de 2 ans d'expérience en centre hospitalier. C'est ça. Il fallait au moins 2 ans d'expérience récente d'accouchement. Bon. Donc, elle a dû arrêter. Là, je me souviens, j'étais en train de remplacer. C'était fin d'une journée. Elle m'appelle. Franchement, je crois que le jour où elle m'a dit on peut plus te suivre, je crois qu'elle m'a juste dit je peux plus te suivre. Enfin, elle m'a pas dit. Et là, je me suis dit mais je vais faire quoi? J'accouche où? Je vais accoucher chez moi. Enfin, vraiment là dans ma tête, c'est tellement. Et donc là, elle m'a dit non mais on peut, je peux demander à transférer votre dossier vers l'équipe de Castres. Donc là, à ce moment-là, peut-être vers 5-6 mois, on a changé d'équipe qui nous a suivis. On a rencontré 2 sages-femmes de l'autre équipe qui a repris notre suivi. Et c'est vrai que là, j'ai vu une petite différence aussi dans le suivi. Pour le coup, c'était vachement moins carré. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout péjoratif. Mais c'était encore plus détendu. C'était vraiment l'impression... Donc là, le suivi était à la maison de naissance, pour le coup. Ouais. On y allait, et l'impression de, pas de prendre un thé parce qu'on prenait pas un thé, mais de discuter, je sais pas, presque pas avec un professionnel de santé. C'était très, qui met à l'aise, très détendu.
Ouais, qui mettait à l'aise. Et en confiance aussi, peut-être. Ouais, voilà. J'ai vu déjà une différence, oui, même dans le suivi avec les sages-femmes maison de naissance, quelque chose de très, pas prise de tête, qui prenait le temps. Voilà. À côté de ça, moi, j'avais des copines qui étaient suivies vers chez moi par des gynécos. La consultation a duré 10 minutes. Ah ouais. Je pense que je leur demandais à peine comment ça allait. Ah oui, c'est un contraste. Mais il a le temps de mesurer l'utérus, il a le temps de peser, il a le temps de... Il fait que ça, en fait. Ah d'accord, oui. Bah oui. C'est ultra rapide, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est qu'en maison de naissance, la consultation dure en moyenne 1 heure. Alors oui, il y a ces 10 minutes-là. Mais Oui, il y a 50 minutes du reste. Voilà, les suivis, le suivi à la maison de naissance, très positif, mais même pour mon copain. Alors, je parlais beaucoup pendant... Moi, des fois, c'était ma manière de décharger tout ce que je vivais pendant la grossesse. Donc, des fois, il disait, oui, bon, bah, t'as fait ta psychothérapie. Ah oui, mais en même temps, ça fait partie... Quand on interviewe les sages-femmes, elles estiment que ça fait partie, justement, exactement. de la nécessité d'un suivi de grossesse pour que, justement, ça favorise aussi le bien-être de la femme et la confiance pour le jour J, la relation, justement, avec le conjoint, partager, justement, tout ce qui peut C'est ça. être source de soucis, de peurs ou autre. Est-ce que, d'ailleurs, c'était ton cas, toi? Est-ce que tu avais des peurs, soit relatives à la grossesse, soit peut-être en prévision du jour J? Pendant la grossesse, pendant longtemps, je sais pas si c'est lié à mon métier, ça c'est lié à, je pense, toute femme enceinte. Pendant longtemps, c'était la peur de la fausse couche au début, de s'il se passait quelque chose. Bon. Mon copain, il avait un peu les mêmes peurs, puisqu'au début, il m'a dit non, on annoncera la grossesse après la première écho. Puis après, il m'a dit on attend le résultat de la trisomie. Puis une fois qu'on a eu ça, j'ai dit c'est bon, on peut... Il m'a dit non, attends, mais si on peut attendre. J'ai dit mais on attend combien? Il m'a dit, 8, 9 mois. J'ai dit, ça va se voir au bout d'un moment. 8, 9 mois, ça commence à être tard. Alors, le bébé, il arrive dans un mois. Peut-être un peu moins. J'avais pris un peu de ventre. Il y avait, oui, cette peur qu'il y ait quelque chose qui se passe pas bien, mais je pense qu'il est inhérente à toute grossesse et tout le monde, quelque part, garde en tête et si le bébé va pas bien. Bon. Je dirais que pendant la grossesse en elle-même, j'avais pas franchement de peur particulière. Surtout la première grossesse, j'étais étonnamment très détendue. Pas de stress, rien du tout. Jusqu'au moment, quand même, où parce qu'en parallèle, donc je continuais à travailler et à ce moment-là, j'étais remplaçante et je passais aussi un DU, donc un diplôme universitaire de gynécologie obstétrique pour le médecin généraliste. Donc j'avais des cours, j'ai passé ça à Limoges. J'ai fait 2 fois une semaine de cours, j'étais à 6 mois de grossesse peut-être, un truc comme ça, ou 5-6 mois de grossesse. Enfin, une semaine de cours à 5 mois, une semaine de cours à 6 mois et demi, 7 mois. Et là, il y a toute la partie gynéco, et il y a toute une partie obstétrique où, même si on n'approfondit rien, mais presque c'est pire, je sais pas, on n'approfondit pas, on nous liste un peu tout. Il y a un cours sur les complications de l'accouchement ou les... Ah oui, on te fait la liste, quoi. C'est ça, alors il peut se passer ça. Ouais. Violent. Et là, ça a commencé peut-être à me travailler un petit peu, plus la fin de grossesse où t'as quand même des petites appréhensions, enfin une petite anxiété qui approche avec l'accouchement qui approche, quoi. Et donc là, j'ai commencé à avoir des petites, je sais pas, des peurs de trucs hyper rares. Notamment, je me souviens, c'était plus concernant l'accouchement, mais j'avais dit à ma sage-femme, mais moi j'ai peur de la dystocie des épaules, ça veut dire que le bébé il reste coincé à l'accouchement au niveau des épaules. Et elle me dit mais j'ai jamais eu ça de ma carrière, tu vas pas commencer à me... Donc, c'est plus ça qui a commencé à me déclencher des petites peurs que j'avais pas avant. À savoir pour les personnes qui nous écoutent que c'est quand même rare une dystocie des épaules. Très rare. Oui, faut pas que ça déclenche pas des peurs chez d'autres gens. Non, voilà, non, mais après coup, même moi, je me suis raisonnée, je me suis dit... Mais c'est comme si t'arrêtais de prendre l'avion parce que t'as peur. Enfin, c'est la même chose que la peur en avion en fait. T'as peur de l'accident alors que c'est plus rare que c'est plus rare que l'accident de voiture. Donc je me suis un peu raisonnée et puis les sages-femmes m'ont dit tu fermes tes cours, tu poses tes cours et tu révises pas. De toute façon, mon partiel était tombé à peu près en même temps que mon accouchement, donc je savais que je ne passerais pas à ce moment-là et que j'irais au rattrapage. Donc j'ai arrêté de lire ça. J'ai continué à lire des récits positifs, des choses... j'avais acheté des livres aussi. Tu te souviens d'un titre en particulier ou pas forcément? Oui, il y en a quelques-uns. J'avais je crois que c'est La naissance naturelle ou quelque chose comme ça, d'Ina May Gaskin. Ouais. Celui-là, un gros pavé avec une partie, c'est vraiment que des récits. Et après, il y a une partie un peu plus technique. J'ai lu aussi La douleur pendant l'accouchement... ou la peur de Maïté Trelov. Maïté, c'est ça. Et après, j'ai lu les BD La naissance de Lucille Gomez. Oui, c'est des grands classiques, ouais.
les 3. J'ai lu des classiques. J'ai lu d'autres livres après ma première grossesse, avant ma deuxième grossesse, que je peux vous les ajouter là parce que j'ai beaucoup aimé. Il y a un livre, c'est mon accouchement de Florian Stauffer Obrecht ou quelque chose comme Oui, ça. on l'a eu aussi, ouais. Je me souviens. Voilà, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, en termes de lecture, j'ai lu des choses plus positives que mes cours de gynéco. Ouais. Et je crois que ça a à peu près calmé mes petites angoisses, même si je pense que j'en ai pas eu beaucoup. Non, après, mes connaissances à moi, elles sont peut-être venues interférer un peu pendant l'accouchement. Mais en amont, pendant la grossesse, je dirais que ça va. Toi qui disais que t'étais une mauvaise patiente ou que t'avais peur d'être une mauvaise patiente, tu t'es sentie comment en tant que patiente? Pendant le suivi, ça va. Pour le coup, ça va. Des fois, je me disais, je suis la fille relou qui parle beaucoup quand même. Alors que, non, mais au quotidien, je suis beaucoup moins bavarde et j'ai un copain qui parle pas beaucoup, donc je compensais, je pense, pendant les consultations. Je posais pas 1000 questions. Mais du coup, je sais pas. Comme moi, je connaissais quand même le déroulé, les grandes lignes. Bon, je connaissais le suivi de grossesse, je connaissais les grandes lignes d'un accouchement. J'en avais vu, j'avais pas 20 000 questions. Mon copain non plus d'ailleurs, Ouais. parce que lui considérait que c'était quelque chose de naturel. Alors la grossesse, oui. L'accouchement surtout, il considérait que c'était naturel. À part, il espérait quand même que le bébé aille bien, que tout le monde aille bien à la fin, mais sinon, Ouais. il avait confiance, il était pas... Après, si, ce que je peux dire quand même, c'est que j'étais pas une mauvaise patiente, mais j'ai eu une grossesse quand même un peu dure, je sais pas, éprouvante en tout cas, parce que j'ai fait de l'hyperémèse gravidique et j'ai vomi jusqu'à l'expulsion du bébé, je pense. Oui, c'est ça. Vraiment T'es précisé, du coup, l'hyperémèse gravidique, c'est ça. C'est le fait de vomir tout le long de la grossesse, excessivement, jusqu'à C'est ça. hospitalisation parfois. Ouais, c'est exactement ça. C'est oui, ça peut. Il y a des femmes qui vont vomir jusqu'à, je sais pas jusqu'à combien de fois par jour, mais qui vomissent vraiment et on peut Ouais. se déshydrater. Et jusqu'à la fin, en plus. Et jusqu'à la fin. Ça peut durer, ouais, jusqu'à la fin. Et donc c'est vrai que quand même tout le début de grossesse a été très très compliqué. Moi j'ai perdu du poids au lieu d'en prendre. Je suis passée pas très loin de l'hospitalisation quand même. Mais bon, mais là c'est pareil, c'est le côté médecin qui dit mais non, ça va aller, c'est rien. Enfin, je sais pas, moi j'ai plus le côté à relativiser des trucs et à me dire c'est pas grave que l'inverse. Du coup, peut-être je m'affole moins vite, je sais pas. Est-ce que le fait d'avoir de l'hyperémèse, t'as été complémenté ou t'as eu des médicaments pour essayer d'apaiser ça? Et mais justement, du coup, moi je savais pas qu'il y avait des médicaments spécifiques là-dessus parce qu'en fait, je pense qu'il y a un médicament qui est arrivé par là il y a quelques années maintenant pour les vomissements de la grossesse, mais j'en avais jamais entendu parler et c'est la première sage-femme d'Albi au bout de je pense 5 mois quand même à me voir encore vomir et vraiment mal qui m'a parlé d'un médicament qui s'appelle Cariban, qui me l'a prescrit et ça m'a changé la vie. Ok. J'avais toujours des nausées, mais je vomissais presque plus. Même je pense que ça s'est vraiment estompé sur la fin. Et donc j'ai pris ça de 5 mois de grossesse à peu près jusqu'à la fin. Et chaque fois que j'essayais de l'arrêter, surtout en voiture, je vomissais à chaque fois. Même quand je conduisais. Non mais c'était l'enfer. Ça devait être très Enfin, compliqué. mais mon copain s'en souvient. Hein, on allait justement à Albi parce qu'en plus on avait de la route. C'est pas comme si... Ah oui, en plus, du coup, tous les mois, forcément. Ouais. Ah c'est... Et donc là, j'avais pas encore le traitement. On part et je pense à 5 minutes de la maison, je lui dis arrête-toi, je vais vomir. Il s'est arrêté. Bon, j'ai pas réussi à vomir. Je re-rentre dans la voiture, on démarre, j'ai vomi sur le tableau de bord. Oh la vache. Voilà. Donc là, on a appelé la sage-femme en disant on va pas pouvoir venir. Et on a pu y aller l'après-midi. Mais... Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, t'as dit donc que ce médicament est arrivé parce Oui. que j'imagine que tous les antivomitifs ne sont pas bons à prendre pendant une grossesse. Oui. Et du coup, c'est important d'en parler avec sa sage-femme pour justement prendre la chose adaptée pour pas que ça ait d'impact ni sur la grossesse C'est ni sur ça. le bébé, j'imagine. Hein. Oui, il y a des choses qu'on peut pas prendre, mais de toute façon, ces médicaments-là, ils sont sur prescription, donc on peut pas en prendre. Oui, c'est plus dans l'autre sens, c'est que j'imagine. Alors moi, je suis pas du domaine médical, mais j'ai tendance à croire que peut-être il existe des antivomitifs sans ordonnance du fait, par exemple, des transports. Si on part en voyage, ce genre de choses, c'est pas forcément des trucs bons à prendre pendant une grossesse. On pourrait, c'est surtout pas très efficace. Donc, Ok, d'accord. Oui, pour l'hyperémèse, ouais. D'accord. Et Voilà. l'hyperémèse, c'est le fait que ça dépasse le premier trimestre, parce qu'il est normal d'avoir une nausée tout le premier trimestre, plus ou moins importante, certes, mais... Mais il peut y avoir de l'hyperémèse qui dure uniquement au premier trimestre et qui s'arrête. Oui, Il y a des c'est fois, juste enfin, gravidique. c'est pas parce juste qu'on- la durée. Ouais, c'est aussi C'est l'intensité. vraiment l'intensité. Ouais. Donc avec cette hyperémèse, j'avais une grossesse un peu éprouvante. Donc j'étais peut-être pas la patiente la plus simple avec la grossesse qui se passe. La grossesse idyllique, j'ai pas aimé être enceinte en partie à cause de ça. J'ai pas aimé être enceinte.
Et donc je me plaignais un petit peu que j'en avais marre. Oui, ce qui peut se comprendre en même temps. Voilà, oui, non, ça se comprend un peu. Mais sinon, non, j'ai pas été une patiente très compliquée non plus. Tout s'est bien passé. Enfin, moi, j'étais en bonne santé, le bébé aussi, donc c'était un suivi, je pense, Oui, pas je parlais de trop ton compliqué. ressenti, hein, je parle pas du Voilà. fait d'être une bonne ou une mauvaise patiente au sens objectif du terme. Bah, hein. surtout Je parlais que tu de ton contrôles ressenti. pas ce qui C'est ça. traverse ton corps, quoi. Non, mais ça, en fait, ce côté, là, j'ai été une bonne patiente parce que j'étais pas à l'hôpital. Non, oui, C'est quoi la définition de bonne patient? Enfin, en tout cas, moi, je me suis sentie bien Voilà. et presque, en fait, tu te sens presque pas patient, je trouve, dans cette situation. Ouais. On n'était pas à l'hôpital, quand on allait faire nos suivis, on était pieds nus, assis en tailleur sur la chaise si on avait envie ou peu importe, t'as envie d'aller faire pipi au milieu, tu dis attends, je reviens, je vais faire pipi, je bois enfin, du coup, tu te sens pas Oui. dans un Certaine milieu liberté, médical, je sais pas, il y a Tu peux être toi-même, en fait. Tu peux être toi-même, du coup, il y a Ouais. moins de rôle à jouer de patient, ouais. C'est ça. Et même après, parce que même en étant suivi à la maison médicale, il faut s'inscrire dans des maternités, avoir le rendez-vous anesthésiste, mais même là, où les consultations anesthésistes, j'en avais entendu souvent pas des très bons retours. Les femmes qui arrivent avec un projet d'accouchement naturel sont pas forcément bien vues. Je suis tombée que sur des gens super bien. Enfin, franchement, j'ai eu de la Génial. chance en Bah, plus. tant mieux, hein, il y en a. Ah mais oui, Castron pourrait se dire ils ont l'habitude puisqu'ils ont la maison de naissance, mais je crois que c'est pas si simple que ça parce qu'il peut quand même, on peut tomber sur un médecin un Oui, Il y a peu eu des ça empêche retours pas. où Oui. il y a certains anesthésistes de casse qui sont pas fous et d'autres qui sont très bons. Exactement. Et moi j'étais tombée, c'était au mois d'août je crois, sur un remplaçant, donc un jeune. Bon, peut-être que ça aide un petit peu quand ils voient que je suis médecin parce que je crois que c'est écrit sur leur truc et du coup ils discutent t'es médecin aussi, vous êtes médecin aussi. Mais ce jeune-là, en l'occurrence, il avait la copine de son meilleur ami qui était aussi anesthésiste, qui avait accouché en maison de naissance dans le Nord. Ça s'était bien passé. Enfin, donc vraiment, il avait une vision de la maison de naissance où mais oui, c'est possible même pour un premier. Enfin, je sais pas, je suis Tant tombée mieux, que tant sur mieux. des gens. Bah oui. C'est chouette. Donc dans tout mon suivi, j'ai pas eu ce problème de me sentir pas à ma place. Je me suis sentie bien pendant le suivi, bien entourée, bien à ma place. C'est parfait. Tout à l'heure, tu nous disais que donc tu avais rencontré l'équipe d'Albi, puis ensuite que tu avais été mise en relation avec l'équipe de Castres, que donc tu avais eu tout ton suivi qui a été fait par ces sages-femmes. Tu nous as évoqué d'ailleurs une différence de relation, de façon de faire des unes aux autres, ce qui peut se comprendre, hein, parce qu'il y a un facteur forcément humain, quelle que soit notre profession. Malgré tout, est-ce que ce soit avec la première d'Albi ou ensuite l'équipe de Castres, est-ce qu'il y a quelque chose justement dans cette façon que tu nous as décrit comme très loin finalement d'une consultation médicale? Tu as évoqué les consultations de tes amis, tu as parlé justement de comment ça pouvait se passer en termes d'accueil, de discussion, d'aisance à pouvoir se mettre comme on voulait. Est-ce que ça a pu bousculer certaines de tes convictions, certaines de tes connaissances ou même ce que tu avais toi pu vivre en tant que professionnel dans ta façon d'accueillir tes patients? Qu'est-ce que c'est venu remuer chez toi en fait cette façon nouvelle d'être en relation avec ses patients? Je pense que déjà, à ce moment-là où j'ai été suivie pendant ma grossesse, donc comme je disais, on a mis presque 2 ans à avoir cette grossesse, donc j'avais passé ma thèse, j'étais plus remplaçante, ça faisait plus de 2 ans que j'étais plus à l'hôpital. Donc moi, j'avais déjà des automatismes un peu différents ou une approche un peu différente de la médecine. Ou j'étais passée en médecine générale où quand même il y a toute une partie, c'est aussi de l'écoute et c'est donc ça a peut-être moins bousculé de choses que si j'étais passée directement de stage en maternité niveau 3, consultation avec un obstétricien et paf, là tu te retrouves comment ça va? Et déjà comment ça va? Et ben bon, rien que ça et laisser poser une question ouverte à la patiente et la laisser parler si elle veut pendant 10 minutes, ben déjà ça. Donc il y a peut-être eu un moins grand fossé entre moi ce à quoi je m'attendais et ce qui s'est passé à la maison de naissance. Et après presque, je dirais que paradoxalement, parce que donc on était effectivement suivis par 2 sages-femmes ensuite à Castres, qu'on voyait une fois sur 2 à peu près. Et ben forcément, c'est 2 personnes différentes, donc avec quand même 2 façons de travailler un petit peu différentes. Et je dirais que c'est celle qui était encore moins carrée, celle qui était vraiment comme si on allait discuter avec une copine ou et ben c'est avec elle que je me sentais le mieux, on va dire. Le côté encore moins médical. Même si la deuxième sage-femme était pas protocole. Je sais pas, il y a un côté où moi j'étais plus détendue dans le truc, dans les entretiens, moins... Oui, il y avait ça peut se comprendre, hein.
Il y avait une fluidité dans l'échange, en fait. Et en fait, C'est ça. jusqu'à présent, on a recueilli un certain nombre de récits. Et justement, ça a été beaucoup évoqué, ce que tu dis. Ce côté très simple, très fluide dans la relation, où il y avait beaucoup d'espace pour la discussion et pour la prise en compte des émotions et de ce qu'on traversait. Et je me demandais, malgré tout, toi qui es médecin, il y a des femmes, en fait, on leur a posé la question et elles savaient plus trop répondre. Je pense que toi, du coup, tu as quand même cette attention-là, même si à ce moment-là, tu es dans ta relation en tant que patiente dans ta grossesse. Tous les actes médicaux sont malgré tout réalisés, en fait. Même dans ce côté, quand tu dis les choses étaient très simples, c'était pas très protocolaire, c'était pas très carré, il n'empêche que la mesure utérine était faite, l'attention était prise. J'imagine qu'en fait, ils vérifiaient tes prises de sang si tu avais eu besoin d'en faire selon tes immunités ou ce genre de choses, tout ça faisait quand même partie de ce temps-là. C'est juste que c'était presque un échange hors contexte médical, dans la sensation en tout cas, dans le ressenti. Oui, tout était fait et en fait, je pense aussi comme tout allait bien, tout était normal, en fait, c'était rapide ça. La partie, elle regarde les résultats, à la limite, elle les voit et en même Les temps, fameuses 10 elle nous minutes du demande comment gynéco. ça va. Mais c'est ça, en fait, c'était peut-être sur l'entretien 5 ou 10 minutes, tout était bien. De toute façon, c'est ce qu'elles doivent faire, hein, éliminer le côté pathologique et qui nécessiterait une réorientation à un moment de la grossesse. Donc ça, c'était tout bien fait. Oui. Donc non, c'est juste que oui, elle prenait à côté plus de temps pour le côté peut-être émotionnel, le côté savoir comment on allait, comment on se sentait. Et je pense aussi une des raisons qui a fait que moi, j'étais bien... moins il y avait de médical peut-être quelque part et mieux j'étais, je crois que j'avais vraiment besoin de déposer ce côté de moi qui est médecin, voilà, et de me dire ici je ne suis pas médecin, je suis juste j'avais envie, normal, mais d'être comme tout le monde, je ne prends aucune, et une grosse partie de mon cerveau qui disait ça, je ne prends aucune décision, je n'analyse pas la situation, même s'il y a une autre partie toujours qui se dit bon allez, tout va bien là, c'est bon, les chiffres sont bons, les mesures sont ok, bon. mais j'avais vraiment envie, oui, d'être une patiente lambda, si j'avais une question de pouvoir la poser, et je me sentais vraiment, j'avais l'espace pour faire ça, quoi. Si j'avais une question con entre guillemets, ou en tout cas une question qui pour un médecin ça pourrait être évident. Moi si j'avais envie de la poser, je savais que j'étais dans un endroit où je pouvais. Ouais. T'étais pas dans un besoin de contrôle absolu en tant que personnel médical, quoi. Clairement, non. Peut-être que ça a aidé aussi un peu après pour le jour J, c'est sûr, que de pas être dans le contrôle, même si justement, comme quand même, avec toutes ces connaissances, et j'avais un peu peur d'avoir du mal justement à lâcher pendant le jour J et à pas être dans le contrôle, parce que c'est quand même un truc qu'on veut éviter pour l'accouchement. Écoute, bonne transition, n'est-ce pas? Maintenant que tu savais que tu étais sûre que tu allais accoucher en maison de naissance, après ce petit coup de stress, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé le jour J? Alors, j'étais sûre, oui. Presque. Oui, tous les feux étaient ouverts, le bébé était dans le bon sens, donc déjà, d'un point de vue médical, c'était bon. Après, moi, la peur que j'avais à ce moment-là, quand même, c'était que ça se mette en travail trop tôt, ou que ça se mette en travail avant qu'on arrive dans la région, parce que en habitant à 2 heures de route, on avait quand même loué un gîte, en fait, 10 jours avant le terme. D'accord. Donc ça, c'est un peu un pari. Vous avez fait le choix de venir en amont, quoi, ouais. Voilà, oui. On avait prévu de venir en amont, mais c'est quand même un peu un pari sur la date d'accouchement, parce que tu peux très bien... tu peux accoucher 15 jours avant, 15 jours avant, t'es toujours à 2 heures de route. C'est pas... Ou tu peux accoucher après aussi. Ouais. Parce que, donc moi, j'ai loué un gîte 10 jours avant. Enfin, on a loué un gîte 10 jours avant, mais jusqu'à la date du terme. Emilien, le jour où il a réalisé ça, il a dit... Mais pourquoi t'as pas pris après? Comment on fait si... Parce qu'en plus, il faut rester après. Oui, j'allais dire, c'est surtout qu'en plus, il y a une obligation en maison de naissance pendant, je crois, c'est les 3 premiers jours après l'accouchement, qu'elle puisse, celle qui était présente à l'accouchement, te consulter avant de donner le relais à ta sage-femme locale. Ouais. Mais oui, t'as pas de séjour à la maternité ensuite de couche, mais il faut le suivi postnatal par les sages-femmes. Bon, donc il y avait quand même la petite incertitude sur est-ce que ça va tomber au bon moment. Elle est accouchée un petit peu plus tôt que le terme, mais pas trop. Exactement. Ça tombe bien dans l'entre-deux. Mais attention, j'ai fait les choses bien. Wow. Donc quelle chance. tout. Mon bébé a fait les choses bien. Et je tiens à dire que pour le deuxième, timing exactement pareil, hein, franchement. Mais il faut poser des dates. Souvent, ça influence des choses aussi de poser des dates. Exactement. Oui, parce que donc en fin de grossesse, il y a, je pense que c'est la consultation des 39 semaines qui se fait aussi à la maison de naissance. Ça veut dire que 15 jours avant la date où on louait le gîte, on devait revenir à Castres. Donc on est revenu à Castres pour une consultation.
Et moi, je me souviens, cette consultation, j'avais dit: «Mais non, franchement, je sens rien. Enfin, j'ai l'impression que je vais jamais accoucher, quoi». 39 semaines, 9e mois, t'attends. J'avais vraiment cette impression, fin de grossesse, de première grossesse, pas de la deuxième, mais que j'étais à la maison, là, c'était l'été, et j'attendais d'accoucher. C'est vraiment, tous les jours, j'étais là: «Bon, j'attends». C'était un peu frustrant. Je m'étais dit: écoute, soit j'accouche à 39 semaines, là, on est à 4, c'est le moment bébé. Soit une fois qu'on est rentré, puisque bon, je n'ai pas accouché à 39 semaines, on est rentré à la maison, et là, mon objectif, c'était: maintenant, tu attends de revenir au gîte. On se fait pas la route, là, en urgence. Bon, ça, c'était ma petite... Mais je pense que le mental joue quand même pas mal. Donc, on devait arriver, je pense, un jeudi au gîte, qui était à 1 quart d'heure de la maison de naissance. On fait la route. Tout se passe bien, on s'installe au gîte. En plus, c'était une petite tiny house, trop mignonne, en bois, au milieu de la campagne. Enfin, c'était vraiment trop bien. On s'installe au gîte un jeudi. Mon copain devait télétravailler le vendredi. Il y avait pas beaucoup de réseau en plus dans cette petite cabane-là, dans ce petit Airbnb. Et donc, franchement, il a râlé. Le vendredi, il télétravaillait, mais il captait rien. Donc moi, je me suis dit, bon, là, il faut accoucher dans le week-end. Comme ça, lundi, il est en congé paternité. Vraiment, C'est quoi, tu bon. prends rendez-vous avec ton bébé, quoi. Là, elle a sorti l'agenda, elle a dit bon, Là, papa, il a besoin de congé, décide-toi. C'est ça, écoute, tant que tu nous écoutes. Et donc, le vendredi, il télétravaille. Moi, je me souviens, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, on était au milieu de nulle part. Je pense que je lisais des livres, des trucs. Pour le coup, là, j'avais déconnecté. Je lisais rien sur l'accouchement ou quoi. Je lisais des BD, des machins, sur le lit. Mais j'ai quand même pas beaucoup bougé de la journée. Donc, le samedi, on est en week-end tous les deux. Je pense que déjà, dans la nuit, j'avais eu quelques petites contractions. Tu vois, il y a dû y avoir un truc vers 1h du matin où ça m'a réveillée un peu. Ça tirait... Sachant que des contractions, j'en avais eu quand même presque toute ma grossesse pour cette première grossesse, Ouais. où vraiment le ventre, enfin j'avais le ventre qui se mettait en boule. Enfin, Ouais. dès que je bougeais, j'avais vraiment un utérus assez contractile, mais rien de douloureux. Et là, dans la nuit, j'avais été réveillée par des petites contractions un peu qui m'ont réveillée. Et je me suis dit bon, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Sauf que je me suis rendormie et le matin, il y avait plus grand-chose. Ouais. Donc le samedi, c'était toujours pas ça. Un truc que j'avais vraiment gardé en tête, qui avait été bien répété par mes sages-femmes, c'était: tu t'affoles pas au premier signe, parce qu'après on nous appelle trop tôt, et après on s'épuise, et surtout les primipares, donc celles qui font, celles qui pour leur première grossesse et leur premier enfant, souvent on nous appelle trop tôt et ça dure 3 jours, et en fait on s'épuise, on demande la périm. Donc dans ma tête c'était: si c'est pas le moment, on les appelle pas. Ouais. Donc le samedi matin on se réveille. Comme ça tiraillait un petit peu, je me suis dit: vas-y, je vais faire des gâteaux. Donc j'essaie de faire des formes de gazelle et tout, en me disant Ah oui, Non, en mais plus, ça, c'est marrant, c'est t'es pas pas le la gâteau yaourt, première quoi. à nous dire je me mets à faire des gâteaux. ouais, bah, mais oui, c'est un peu comme la Oui, nidification, sauf que- je pense. oui, mais quoi que je sais plus si c'est le samedi matin que j'ai fait ça. C'était peut-être déjà la veille où j'avais eu quelques contractions. Sauf que donc je fais mes cornes de gazelle, et en fait ça s'est complètement arrêté le travail. J'étais là, et merde, j'ai mes gâteaux mais je suis pas en travail. Donc le samedi après, j'ai dit à Emilien: bon là c'est plus possible. Par contre moi je tourne pas en rond dans ce... On part randonnée. Et je suis sûre qu'il y a des trucs sympas. C'était au mois de juin du coup, on était en juin. Il faisait beau et on a regardé. On a trouvé une rando dans le Cidobre qui était à 25 minutes de route. Donc on est parti. Je sais plus si à ce moment-là les contractions étaient reparties un petit peu. Enfin, Est-ce que étaient t'as revenues pris un la petit peu, valise pardon. de naissance dans C'était dans la la voiture, voiture? quand même. Oui, c'était dans la voiture, mais clairement, à ce moment-là, je me suis pas dit: on va devoir partir à la maison de naissance. Enfin, c'était quand même vraiment pas lancé du tout. Et donc on va randonner, et je pense qu'on a fait 1 heure ou 1h30 de rando. C'était trop beau. Et donc je me souviens, on fait la rando. J'avais de temps en temps une petite contraction qui revenait, mais vraiment juste à tirailler. Et puis en marchant, j'ai senti que ça a évolué un petit peu. Il y avait quelques contractions, je devais m'appuyer à un arbre. Et il y a un truc qui me fait un peu rire, c'est, je me souviens, je passe du coup la première contraction où je dois m'arrêter et m'appuyer à un arbre. Emilien, il était loin devant, il se retourne et dit: mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi j'avançais pas? Et donc là, je sais pas, moi j'étais hyper zen en me disant: mais non, mais j'ai une contraction. On s'arrête après, on boit un verre à la guinguette, je sais pas, il devait être 18h, et ça continuait, tu vois, j'avais des contractions tous les quarts d'heure, peut-être, un truc pas énorme, mais où je sentais que j'arrêtais de parler un petit peu. Et donc on se disait: vas-y, c'est le dernier verre qu'on prend. On est allé au Leclerc après, et pareil, au rayon fromage, la crème, tu vois, ça commençait un petit peu à devenir... Après coup, je me dis: c'est marrant, j'étais en travail à Leclerc. Mais on est rentré, on s'est regardé une petite série, et je crois que j'avais commencé... peut-être entre, je sais pas, 19 et 21h, à chronométrer avec le téléphone, là, à regarder pour voir si ça restait. Et j'avais des contractions, toutes les 10-12 minutes. Et à un moment, je pense vers
22-23 heures. Ouais, donc j'avais peut-être commencé à 21h et vers 23 heures, je me suis dit, bon, ça s'arrête pas. Je pense que je vais pas beaucoup dormir. J'arrête, je pose mon téléphone, je le regarde plus. Donc j'ai arrêté de chronométrer puisque c'était vraiment... je m'étais préparée en me disant, je ne veux aucune sollicitation. Je veux pas avoir à réfléchir, je veux rien mentaliser, rien. Donc j'ai posé mon téléphone. On est allé se coucher puisque un des autres conseils qu'on avait reçus, c'était tu dors. Quand tu peux dormir, tu dors. Tant que les contractions, t'arrives à les... Alors déjà, tant que tes contractions, t'arrives à les faire passer en restant allongé, c'est que c'est pas le moment. Et même après, si tu peux te reposer, tu te reposes. Donc, 23 heures, on se dit, on va se coucher, on y va. Et là, j'ai commencé tranquillement, je pense, à partir un peu dans ma bulle. Et ça s'est fait tout seul. J'avais vraiment peur de pas y arriver. Et en fait, je pense qu'avec les hormones et le fait d'être dans le noir avec mon copain, enfin, je me suis toute seule mise un peu dans ma bulle. Et je dormais. Et entre les contractions, j'ai ressenti le besoin de me mettre à quatre pattes pendant la contraction. Donc, entre les contractions, j'étais allongée, je dormais. Dès qu'il y avait une contraction, je me basculais à côté du lit, en fente ou à genoux. Enfin, ça passait juste en bougeant ou en se mettant à quatre pattes. Et je crois que j'ai commencé un peu à vocaliser. Pareil, hein, j'ai rien contrôlé. Ça s'est fait tout seul. À vocaliser sur les contractions. Je sentais qu'il y avait une petite évolution, mais c'était flou. J'avais pas, dans ma tête, je me disais pas, tiens, c'est plus fort, tiens, la prochaine. C'était fluide, on va dire. Jusqu'au moment où j'ai dit à Emilien, est-ce qu'on peut aller à la maison de naissance? Il m'a dit, oh non, c'est trop tôt. Parce que, en fait, c'est là que j'ai réalisé que lui aussi, il chronométrait. Moi, j'avais arrêté, mais lui, il continuait, il dormait pas et il continuait quand même à regarder tous les combien j'avais des contractions. Et c'était toujours 10-12 minutes. C'était pas plus proche, en fait. Et ça restait comme ça. Puis au bout d'un moment, quand même, je sentais que ça devenait plus fort parce qu'il y en a une ou deux qui m'ont fait vomir. Ouais. Je commençais à avoir froid, je commençais à sentir... Et puis à un moment, je crois que j'en ai eu 2 coups sur coup. Donc là, j'ai redit, je veux aller à la maison de naissance parce que je voulais prendre un bain. Donc, je crois qu'à ce moment-là, il s'est dit, allez, vas-y, on y va, ça devient un peu plus fort. Je l'ai entendu sortir, chercher du réseau, parce qu'il n'y en avait pas. Ça captait que sur la terrasse. Il est sorti appeler la sage-femme. Et puis, quand il est revenu, il m'a dit, bon, c'est bon, elle y sera d'ici un quart d'heure. De toute façon, on y était aussi d'ici un quart d'heure, mais donc on attendait. Là, quand même, t'as un peu le moment où... Alors, rien à voir avec la péridurale, mais le moment où tu t'étais dit, vas-y, c'est bon, je veux partir à la maison de naissance, et quand on te dit, on n'ira que dans un quart d'heure, bon, j'étais un petit peu... pas déçue, mais j'avais peur de sortir de ma bulle. Bon. Ouais. Emilien qui commence à partir prendre sa douche. Je me suis dit, non mais... c'est le moment. c'est vraiment le moment d'aller prendre sa douche. Bon, écoute, il avait le temps finalement. Donc, on prépare les affaires. On part pour la maison de naissance. Juste le petit trajet dans l'herbe de la tiny house jusqu'à la voiture. Je me souviens, j'ai eu une contraction et j'avais peur de réveiller les gens du gîte. Enfin, pas du gîte, les propriétaires qui étaient quand même plus loin. Donc, cette contraction-là, je l'ai passée sans faire un seul bruit. Je me suis dit, tiens, j'arrive à faire ça. On va à la voiture et je me souviens, je voulais absolument pas savoir quelle heure il était. Dans ma tête, il devait être vers 1h du matin. Surtout que je rentre dans la voiture, il y avait la radio et il y a sur France Inter, il y a les bips. Ah oui. C'est l'heure pile. Donc j'entends les bips. Là, je dis à Emilien, éteins. Donc je n'ai pas entendu quelle heure il était, mais je savais qu'il était 1h pile. Et donc, moi, je crois qu'il était 1h. A priori, il était 4h. Hein, mais comme quoi, la notion du temps déjà était complètement... On va à la maison de naissance et sur le trajet, déjà, les contractions, elles étaient quand même... J'en ai eu que 2, je crois, parce que vu que c'était vraiment pas rapproché, mais elles étaient vachement plus costauds. Et là, je me souviens m'être dit, c'est moins sympa, je sais pas. C'est moins fun, la voiture. La contraction assise, c'est pas drôle. Mais, tu t'étais assise, du coup? Eh ben, oui. Le deuxième, j'avais retenu la leçon, j'étais à 4 pattes sur le siège, mais le premier, j'étais assise, la tête dans une couverture à l'avant, toute couverte. Et à aucun moment, je me suis dit, là, je me suis même pas dit que ça me faisait mal ou que c'était, je sais pas. Je me suis dit, tiens, c'est moins sympa dans la voiture, mais je me suis pas dit que j'avais mal. Ouais. On est arrivé à la maison de naissance. La sage-femme nous attendait. Alors on te dit, je sais pas si on te dit qu'il faut pas de préférence. Je pense qu'au fond de moi, mon subconscient avait une préférence entre les 2 sages-femmes, ou en tout cas il y en avait une avec qui je me sentais plus d'accoucher. Et c'était celle-là, donc j'étais contente. C'était la sage-femme avec qui je m'étais vue accoucher. Et alors ça, c'est marrant parce que je me souviens m'être vue sortir de la voiture pour aller vers la maison de naissance. Et je sais pas, je devais avoir déjà une vision complètement déformée. Quand j'ai revu la maison de naissance après avoir accouché, je me souvenais pas que comment expliquer? J'ai l'impression que le parking était pas au même endroit quand j'ai accouché. C'est vraiment bizarre. C'était tout déformé, je crois, ma réalité. Ouais, ouais, vraiment.
On va à la maison de naissance. Elle avait commencé à faire couler le bain. Il y a eu des guirlandes. Franchement, je suis arrivée là, je me suis dit, Royal. Royal. On arrive à l'hôtel, au spa. C'est ça. Autre petit point, donc là, c'était, je pense, 2 jours après qu'on soit arrivé à peu près au gîte. Donc c'était la nuit de samedi à dimanche, donc on était en week-end. Et ça, je crois que mon inconscient en avait besoin aussi, c'est de se dire qu'il y avait personne autour. Et il y aurait personne dans la maison de naissance parce que ça, c'est un truc qui me faisait peur de me dire, mais s'il y a une consulte en même temps ou s'il y a quelque chose, si elle nous dit normalement, problème, oui, c'est ça. vide. Normalement, ils déplacent les gens. Il y a pas, en tout cas à Castres, parce que c'est très concomitant. Enfin, toutes les pièces sont collées et du coup, des maisons de naissance. Parce qu'il y a des maisons de naissance où c'est plus segmenté. Bon, mais même si elle m'avait dit dans tous les cas, c'est vite quand t'arrives normalement, ben là, moi, ça me rassurait de me dire, ça me rassurait, c'est bien tombé en tout cas. C'est le week-end, il y a personne, je peux faire le bruit que je veux. À 4h du matin, même en semaine, c'est rare qu'il y ait quelqu'un. C'est vrai. Mais quand même. Oui, mais parce qu'attends, c'est pas fini quand même. C'est sûr que le bébé, il arrive pas au moment où il arrive forcément. Ah, ce serait. Dans tout cas. Donc j'arrive à la maison de naissance, il y a le bain, donc je crois qu'elle me fait un Doppler là, donc monito discontinu en arrivant, tout va bien, tout se passe bien. Je vais dans le bain et le bain, je crois quand même en y rentrant, je me suis dit bouf, ça me change pas grand-chose. Pas ouf. Un petit peu déçue. Franchement, le service. Quand même. Non, en plus, donc c'était une baignoire d'angle à ce moment-là, et donc j'ai eu 2 accouchements à Doumaya. Le deuxième, j'ai testé l'autre chambre avec une baignoire qu'ils ont rajoutée après, donc une autre baignoire. Elle était vachement mieux la deuxième. Bon, il paraît. C'est la réputation de cette maison de naissance. Mais donc j'étais pas hyper confortable, je pense, dans le bain. Surtout que je pense qu'il commençait quand même à y avoir un peu de fatigue qui s'accumulait parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit. La nuit d'avant, on n'avait pas très bien dormi. On avait fait une rando quand même la veille. Ah oui, ça joue. Entre les contractions, en tout cas, j'étais pas super bien. J'ai trouvé que le chaud me soulageait pas plus que ça. Bon. Et là, quand même, j'ai commencé à me dire, je trouve pas, j'ai pas super mal. Enfin, ça me fait pas vraiment mal. Je trouve pas ça intenable. Je suis relativement bien entre les contractions. Et là, j'ai commencé à me dire, putain, s'il faut, je les ai fait déplacer. Enfin, je l'ai fait déplacer, en tout cas, la sage-femme, pour rien, quoi. Je l'ai réveillée. Et en fait, c'est beaucoup trop tôt. Dans ma tête, je sais pas. Vu qu'en arrivant aussi à la maison de naissance, ça a un petit peu ralenti. Oui. C'était déjà pas très proche, les contractions. Mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu une petite pause quand même en arrivant. Ce qui est normal. C'est assez typique après. Oui, c'est ça. D'environnement. Ouais. Et donc là, je lui ai dit, même si c'est quelque chose qu'elles ne font pas normalement, j'ai dit, tu veux pas m'examiner? Moi, j'ai senti que ça me rassurerait. Ouais. Oui, en même temps, si t'en as besoin, c'est bienvenu. Voilà. On a eu des femmes qui nous ont dit, même dans d'autres maisons de naissance, qu'elles avaient fait cette demande parce que ça permet aussi à un moment donné de lâcher. pouvoir apaiser certaines, comme tu dis, certaines pensées un petit peu parasites. Donc j'ai demandé, et alors je voulais pas qu'elle me le dise à combien c'était, et de toute façon je sais très bien qu'elle ne l'aurait jamais fait puisqu'elle ne veut pas. Voilà, elle m'avait bien prévenue en amont pendant le suivi, et donc elle m'a examinée, et là j'ai vu qu'elle était satisfaite, tu vois, et puis elle m'a dit, c'est très bien, laisse ton bébé, qu'est-ce qu'elle m'a dit, laisse faire ton bébé, ou laisse-le venir, ou je sais pas quoi. Donc là déjà je me suis dit, bon, elle est contente, je suis pas venue pour rien. Je suis une bonne patiente. 20 sur 20. C'est bon, je suis une bonne patiente. Non, mais par contre, du coup, ça m'a un peu perturbée. Elle me dit, laisse ton bébé arriver. Et là, j'ai commencé à me dire, mais donc je dois faire quoi? Ça m'a un peu perturbée de me dire, mais attends, il y a peut-être quelque chose que je dois faire pour que ça aille. Enfin, bon, ça a commencé un petit peu à me perturber, mais sans plus. Et bon, je suis restée un peu dans le bain. Je pense qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai demandé à sortir. Et je sais que à peu près toutes les contractions, je les passais à 4 pattes. Je me rallongeais plus ou moins entre 2 et je me remettais à 4 pattes, je vocalisais. Je faisais toutes les contractions pareil et ça allait. Pendant la contraction, c'était pas... Là, à aucun moment, je me suis dit que c'était intenable. Sauf que, quand même, ça durait. Bon, c'était long, forcément. Et autant au début, la durée m'a pas gênée. Et puis là, j'ai commencé à voir par la petite fenêtre des toilettes où il n'y a pas de volet, que le jour se levait. Donc ça ça m'a un peu perturbée parce que je me suis dit, mais attends, si je suis arrivée à 1h du matin. Oui, j'allais dire, surtout si tu croyais qu'il était 1h du matin. Mais oui. C'est ça, dans ma tête, c'était 1h du matin. Je me suis dit, le jour se lève, putain, mais il est quelle heure? Donc ça a commencé à, pareil, me refaire un peu trop connectée, je pense, à la réalité. À un moment, alors que Emilia avait bien tout caché, pourtant au début, mais à un moment, j'ai vu l'heure sur un petit réveil. Et là, j'ai vu 8h. Et là, je me suis dit, 8h du matin? Mais comment ça, 8h du matin? Je ne suis pas d'accord. Donc, pareil. J'aurais déjà dû accoucher, c'est pas possible. Et surtout que, pareil, je trouvais que c'est pas que je trouvais que j'avais pas mal.
Ah si, j'avais l'impression que ça bougeait pas. Enfin, c'était fort. Je pouvais pas parler, j'étais à quatre pattes, voilà. Mais j'étais fatiguée et j'avais l'impression que ça ne bougeait pas. J'avais l'impression de pas savoir où en était mon bébé. Je sentais aucune différence, tu vois. J'aurais pas su dire s'il était en haut, en bas. Enfin, vraiment. Et donc ça m'a un peu perturbée. Là, j'ai commencé, je me souviens, à tourner en rond. Elles m'ont dit, mais vas-y, va marcher dehors si tu veux. Donc j'ai même remis sur l'héliport. Ouais, non mais j'ai remis une robe, je suis allée à côté. Bon, ça a pas fait grand-chose. Je suis revenue dans la chambre et donc après on m'a dit essaye de dormir. Donc là, parce que vraiment on était crevés. L'autre truc qui me perturbait un petit peu, je voyais Emilien fatigué. Que j'empêchais forcément de dormir pendant mes contractions. Mais il était sur le lit, il essayait de s'endormir et du coup je disais mais vas-y repose-toi. J'étais mal pour lui de me dire il est fatigué le pauvre, il n'arrive pas à dormir. Repose-toi. Ouais, c'est un peu ça. Donc on essayait et par contre là moi j'arrivais à m'endormir, pas de problème entre les contractions, surtout qu'elles restaient quand même assez espacées. Je m'endormais. Mais par contre, te faire réveiller par une putain de contraction, c'était quand même... Et dans l'ensemble, j'arrivais quand même à me réveiller, me basculer, me mettre à quatre pattes et ça passait. Mais il y en a une ou deux où j'ai pas eu le temps de faire ça. Mon Dieu, t'es clouée au lit, là. Bon, c'était pas très drôle. Mais ouais, donc je dirais, il y a eu peut-être 3 heures où c'était pas physiquement difficile en soi, mais mentalement, j'ai commencé à me battre un peu avec moi-même, à me dire, ça devenait quand même... Puis à un moment, ça aussi, ce que je m'étais dit pendant la grossesse que je ne ferais jamais, c'est m'auto-examiner. Parce que ça, je m'étais dit, non, Sophie, ça c'est... voilà, ça va trop te reconnecter, te dire, ah ben tiens, j'en suis là. Bon. Donc déjà, au gîte, j'avais à un moment, mais ça a été bénéfique. À un moment, j'ai quand même voulu savoir à peu près où j'en étais. Donc j'ai mis les doigts pour voir si je sentais quelque chose et j'ai senti que la poche des os bombait un petit peu. Ça, c'est quand j'étais au gîte, donc au début. Et je me suis dit, en fait, non, ça doit être un peu avancé, c'est pas si mal. Donc là, c'était plutôt positif. Je me suis dit, vas-y, je continue, je suis trop bien. Je me réexamine à la maison de naissance alors que je m'étais dit de pas le faire et je sens qu'il y a un petit bourrelet de colle qui reste. Et donc ça veut dire qu'il y a une toute petite partie du col qui est pas tout à fait encore effacée, et ça peut en tout cas sur le moment ça peut bloquer un petit peu la progression entre guillemets. Et donc moi dans tous les récits d'accouchement que j'avais lus, parce que ça pour le coup c'est pas dans mes connaissances médicales, dans ma formation, enfin ça on t'en parle pas, c'est plus peut-être un truc de sage-femme, mais dans tous les récits que j'avais lus, c'est quelque chose qu'il fallait aider à faire passer, ou en tout cas qui pouvait bloquer, et donc dans ma tête c'est ça qui bloquait. Donc je me suis dit il y a un bourrelet de colle. Donc on appelle la sage-femme et je lui dis non mais là j'ai regardé, il y a un bourrelet de colle, je suis sûre. Et donc je lui dis tu veux pas vérifier quand même. Donc là deuxième toucher vaginal alors qu'elle l'aurait pas fait d'elle-même. Elle m'examine, elle regarde bien tout autour et tout, elle dit oui en effet il y a un petit elle dit mais bon ça y a rien à faire, ça finit, enfin franchement tu laisses faire, ça finit toujours par passer quoi. Bon donc déjà, ça m'a peut-être un peu rassurée quand même de me dire bon, y a rien à faire, ça va le faire. Mais ça m'a pas rassurée dans le sens où, faut attendre, quoi. J'attendais déjà. Ça. Donc, pareil, ça tourne en boucle. Et peut-être quand même, à un moment, j'ai senti que ça devenait un peu plus intense. Donc, nouvelle contraction sur le lit à quatre pattes, où je vocalisais, on va dire que là, je criais depuis un petit moment peut-être, mais quand même. Et dans mon oreiller, ça me faisait du bien de faire ça dans mon oreiller, je sais pas, ça étouffait un truc. Et quand même, à un moment, là, j'ai eu un espèce de... Je sais plus quoi faire. Enfin, franchement, c'était même pas... dans ma tête, c'était même pas... Je veux la péri, je me le suis jamais dit. Je crois que je la voulais vraiment pas. Vraiment, je voulais pas la péridurale. Mais à un moment, je me suis quand même demandé, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être transférée? Et puis là, je me suis imaginée avec ces contractions, devoir aller à côté, et je dis, non, je veux pas être transférée. En même temps, j'entendais, parce que je sentais que ça durait quand même depuis un petit moment, et je me disais, ça stagne, c'est pas possible. J'entendais des gens parler à côté dans la cuisine, donc les sages-femmes. Et là, je me suis dit, je suis sûre. Je pense qu'à un moment, elle a passé... Non, c'est passé 24 heures, je m'en suis pas Non, c'est pas ça. Mais... Pardon. Non, mais je l'ai entendu au téléphone, et après coup, elle m'a dit oui, elle a eu quelqu'un au téléphone, donc elle était bien au téléphone. Je me suis dit, ça y est, elle appelle la maternité, elle me transfère. Je me suis dit, c'était trop long. Après coup, elle m'a dit, non, mais on fait jamais ça sans vous en parler avant quand même. C'est ce que j'allais dire. Mais donc, dans ma tête, c'était, ça y est, c'était fini. Bon. Et donc, oui, parce qu'entre ce que je vous ai pas dit avant aussi, c'est qu'à un moment, j'ai eu l'impression que ça devenait plus fort et que ça poussait un peu différemment. Et je pense que là, la sage-femme s'est dit, ça évolue, je vais appeler ma collègue.
Donc elle me dit, elle est ressortie, après elle est revenue, elle dit bon j'ai appelé ma collègue, elle va arriver, et en fait quand elles appellent leur collègue, normalement c'est qu'on est proche de l'expulsion parce qu'il faut qu'il y ait la deuxième sage-femme pour l'expulsion. Et là aussi dans ma tête je me suis dit ah bon, il va sortir le bébé là, je sens pas, franchement ça m'a un peu perturbée de me dire j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait la fin. Mais donc il y avait les deux sages-femmes depuis un petit moment. Finalement elle est restée longtemps la deuxième en fait, puisqu'elle a appelé un petit peu tôt. Ouais. Donc il y avait les deux à côté. Dans ma tête je voulais pas la péri, je voulais pas être transférée, mais en même temps je savais pas quoi faire pour que j'ai mon bébé quoi. Franchement ça me. Donc à un moment je me suis dit je vais crier super fort. Elles vont venir. Je suis sûre qu'elles vont venir. Et donc... non, mais... La stratégie. Au lieu de les appeler, il faut juste dire leur prénom, je pense, elles viennent en vrai. Ouais, mais je sais pas. C'est l'instinct animal. Peut-être qu'on y revient, tu vois, les bébés, ils crient pour appeler, tu vois, on revient à quelque chose de très instinctif. Je sais pas, mais en tout cas, et puis bon, ça devenait quand même super fort. Et donc, je me souviens qu'il y a une contraction où j'ai hurlé, genre aiguë. Et à posteriori, je me dis, c'est vrai que je pense de la cuisine, elles ont cru que le bébé sortait, je pense. Enfin, je sais pas, elles se sont dit, ça y est. Effectivement, elles sont arrivées. Elles sont arrivées entre-temps. Donc, la contraction était terminée et j'étais allée aux toilettes. J'allais aux toilettes toutes les 2 minutes, faire pipi. D'ailleurs, franchement, celles qui accouchent à la maternité qui n'ont pas accès aux toilettes, enfin, je sais pas comment tu fais parce que moi, j'allais vraiment pisser toutes les 2 minutes. Elles ont pas accès aux toilettes en maternité ? Pas dans la chambre. Faut sortir. Dans les salles d'accouchement, il n'y a pas de toilettes attenantes ? Dans les salles d'ac, il n'y a pas de toilettes. Non. Oh. Dans les salles de classiques en chambre, oui. Oui, si t'es en salle nature, je crois qu'il y en a. Mais je pensais que, justement, vu que ça appuie sur les vessies, le côlon et tout, je me disais que peut-être il y avait attenant aux salles d'accouchement des toilettes. T'as pas tes WC perso. T'as le bassin peut-être. Après, c'est ça le bassin, les trucs comme ça. Ok. Beaucoup de femmes sous péri, c'est des sondages ou quand t'es sous péri. D'accord, ok. Donc là, heureusement, j'avais les toilettes. En plus, sur les toilettes, c'est vrai que sur les dernières, ça commençait à... Ça poussait pas vraiment, mais sur la fin, je faisais pipi et il y a une espèce j'avais l'impression de pousser un petit peu, mais pas... Enfin, ça devenait un peu désagréable, quoi, de me dire, attends, j'ai l'impression... Ça me fatigue, en fait. Ça me fatiguait. Donc, le temps que je crie pour les faire venir, qu'elles arrivent, j'étais revenue sur les toilettes et je me souviens, alors là, déjà, j'étais là, mais pas là. Je crois que je commençais à repartir un petit peu dans ma bulle, enfin, un peu en... Je leur ai dit, je veux rentrer chez moi. Donc, là, elle me dit, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire chez toi, quoi? J'ai dit, au moins, j'aurai mon bébé. Enfin, je veux être avec mon bébé. Et elle m'a dit, ton bébé, il va être bientôt là. Si on a couché en 3 heures, ça se saurait. Parce que, clairement, je crois que je trouvais le temps un petit peu long. Et puis, elle m'a dit, puis bon, t'es fatiguée, c'est normal. Et là, elles m'ont dit de m'allonger sur le lit, je pense. Enfin, elles m'ont tenu les mains. Chaque sage-femme me tenait une main. Et Emilien était derrière moi, il restait avec moi. Et alors là, je suis partie dans une transe. Mais je crois que j'ai jamais été aussi shootée de ma vie alors que t'as 0 médoc, c'est trop bien. C'est quand même... Mais vraiment, là, mon copain, il m'a dit, c'est fou. Là, t'étais là, mais t'étais plus là. Enfin, vraiment, t'étais plus là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme truc d'hormones. Et pareil, moi, dans mes sensations, par contre, les contractions étaient fortes, mais j'aurais été incapable de dire si le bébé, il était en bas. Enfin, pour moi, ça avait pas bougé. Je me souviens que d'une voix assez lointaine, je leur ai dit, restez avec moi. Une sage-femme, une main. Et je crois que là, il y a eu peut-être, alors, une contraction où c'est pareil. Ma bouche a dit, ça fait mal. Alors que mon cerveau voyait pas ça, enfin, c'était pas de la douleur, je sais pas, mais ma bouche disait ça fait mal, donc c'est quand même, ça fait faire un peu mal. Vraiment, j'étais absente, mon corps gérait toute seule. Et là, il y a eu une contraction, comme ça. La contraction d'après, mon corps, il a commencé à pousser tout seul. Donc vraiment un truc de fou. Et sauf que j'étais allongée, donc pareil. Les sages-femmes, elles ont vu ça. Elles m'ont dit, est-ce que t'es bien là comme ça? Et là, dans ma tête, je me suis dit, et pourquoi elle me demande ça? Est-ce que je suis bien là? Allongée sur le dos, le côté? J'étais allongée sur le dos, mais plutôt côté gauche, je crois quand même. Non, j'étais sur le côté. Sur le côté, il y en a une qui me tenait le pied vers le haut, là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, cette position. Donc, contraction d'après, je commençais à pousser et j'étais effectivement allongée sur le côté. Et là, donc je pense que la question qu'elles m'ont posée 1 minute avant a commencé à arriver à mon cerveau et j'ai dit, je suis pas bien comme ça. Donc, elles m'ont proposé de basculer à 4 pattes. Et là, je me souviens de me dire, mais comment je vais réussir à basculer du dos vers 4 pattes? Et donc là, je leur ai dit, je suis pas sûre d'y arriver. Et je pense qu'elles ont compris, je suis pas sûre d'arriver à sortir le bébé. Alors que moi, dans ma tête, c'était juste, je suis pas sûre d'arriver à basculer. à juste basculer. Et donc, elles m'ont dit, mais si, tu vas y arriver.
Elles m'ont basculé à 4 pattes. Donc là, j'avais Emilien à ma tête. Les sages-femmes, je suppose, derrière. J'en sais rien. Enfin, là, je sais plus trop ce qui se passait. Contraction d'après, pareil. Le corps qui pousse tout seul. J'ai trouvé ça, mais incroyable. Enfin, vraiment, je l'avais lu, je pense aussi. Presque ça soulage. Je sais pas, c'était une sensation. À côté, j'entendais Emilien qui reniflait. Et dans ma tête, j'étais là, mais putain, mais pourquoi il est enrhumé, celui-là? Complètement à l'ouest, la fille. Et après, il m'a dit, mais non, mais j'étais émue. Et dans la tête, il avait un rhume. C'était pas le moment, mais... Et du coup, je pense qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu 10 minutes de poussée, même pas. Enfin, il y a eu 2 contractions. Enfin, le bébé, il est sorti. J'ai même pas eu de cercle de feu ou quoi. J'ai trouvé que ça passait super facilement. Elle avait éclaté à quel moment? Juste là. Sur la fin, en poussant, là. Le premier, c'est vrai que elle avait pas éclaté. Petit point un peu rigolo. J'avais lu des trucs sur la naissance orgasmique, naître dans l'extase et tout. Et je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit, je mets la main pour voir, et du coup, j'ai essayé de toucher un peu le clitoris, voir si ça aidait. Et ben, sur la fin, comme ça, là? Ou juste sur la fin. Ouais, que sur la fin. Juste à 4 pattes, tu vois, juste à 4 pattes. Et du coup, j'avais la main dessus. Moi, ça m'a aidé, je pense, à détendre toute la zone. Et les sages-femmes qui me disent, pourquoi tu mets la main, là? Qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'ai eu une contraction en même temps, donc ça devait être en plus dit un peu en poussant, mais touche mon clitoris! Ça fait rire tout le monde. Mais écoute, au moins, ça a détendu le truc. Et la tête est passée, et après le bébé est passé. Enfin, franchement, il est sorti. Et là, j'ai eu une espèce de dissociation de me dire, wow, il y a un vrai bébé là, dans la pièce. Oh putain. Et je crois que j'ai dit, c'est un vrai bébé. Je pense que c'est la première chose que j'ai dit quand il est sorti. Trop mignon. Un petit temps quand même d'atterrissage. Et ouais, je sais pas, j'ai même pas pleuré. Moi, Emilia était toute émue par contre. Mais donc après, j'ai récupéré mon bébé. Et là, franchement, c'est trop bien. T'as plus mal nulle part. Tu te mets au lit avec ton bébé, ton copain. Elle te laisse. On a laissé franchement on a attendu peut-être 10 minutes, j'en sais rien, que le placenta sorte tout seul. Il est sorti tout seul, sans aucun problème. Après, m'ont examiné, aucune déchirure, parce que ça, c'était ma grosse crainte. Donc, périnée intact et tout. Et là, on est resté. Au bout de 2 heures, j'ai pu me lever. Je me suis levée vers pipi. Je suis allée à la cuisine. Je suis allée chercher du melon. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, quoi. Tu viens d'accoucher et je sais pas, t'es pas à l'hôpital. Il y a quelque chose qui je sais pas, j'avais du mal à réaliser. Oui, une sorte de fascination comparée à l'image qu'on peut se faire. Oui, d'un accouchement ou d'un post-accouchement, Ouais. Donc, ça, c'est, l'histoire du premier bébé. Et c'est bien passé. C'était intense, mais je trouve ça intéressant quand tu parles que tu ressentais pas forcément de douleur ou quoi. Je me dis c'est fou quand on est concentré dedans. Moi, c'est toujours le truc où je compare souvent à un marathon, où c'est prenant et comme tu dis, ça devient difficile et ça devient à la fin on a envie que ça s'arrête, mais ça devient presque plus mental à un moment donné, genre de tenir mentalement plus que presque physiquement, quoi. Bah, avec la fatigue et tout ça, on est d'accord, hein, mais Et bien justement, cet accouchement, je garde aucun souvenir d'une douleur. Enfin, à aucun moment je me suis dit que j'avais mal. À aucun moment j'ai eu envie de la péridurale. Par contre, il était plus dur mentalement que physiquement, cet accouchement. Et mon deuxième qui allait plus vite, là on va dire que le premier, je sais pas, entre tout, ça a duré 12-14 heures de travail peut-être un peu actif. Le deuxième, ça a duré moitié moins, 6-7 heures, avec uniquement 2 heures à la maison de naissance. Vachement plus efficace, mais j'étais beaucoup plus présente, beaucoup moins en transe. Vraiment, je discutais avec les sages-femmes, avec mon copain jusqu'au bout, je crois jusqu'à la fin, déconner, c'était trop drôle. Et j'étais beaucoup plus présente. Dans ma tête, du coup, il y a les contractions de la fin. Je sentais vraiment plus une évolution, je sentais que le bébé il passait dans le bassin, j'étais beaucoup plus là. Je sentais, à la fin, je me suis dit, celle-là, elle fait quand même mal, même si j'étais pas en souffrance, mais je me disais, quand même, oui, ça fait mal. J'accouche. Donc physiquement, peut-être plus dur, même la poussée du deuxième, on me l'annonçait plus petit, il était plus gros, donc ça m'a un peu surprise. Peut-être plus dur physiquement, mais tellement plus facile mentalement le deuxième, parce que je sais pas, je connaissais, je savais où ça allait, je sentais la progression. Donc ouais, 2 trucs vraiment différents. Mais ce premier accouchement, même si c'était tout bien passé, c'était peut-être un peu plus dur mentalement. Mais ce que tu disais là, que c'est un marathon, j'ai relu il y a pas longtemps quelqu'un qui disait un accouchement c'est un marathon, un premier accouchement c'est un double marathon quelque part. Enfin c'est vraiment t'es dans l'inconnu, souvent c'est plus long, et moi c'était vraiment ça. Les 2 quand même fatigants, mais j'en garde un trop bon souvenir. Enfin, c'est le principal en vrai, c'est une chance. C'est ce que je me dis. Et vraiment je me dis on a vraiment eu de la chance
Mais c'est là, on est quand même un peu privilégié parce que je pense qu'on est privilégié de connaître l'existence des maisons de naissance. Enfin, tout le monde le connaît pas. On est privilégié. Alors même si je crois qu'il y a des adaptations qui sont faites, mais il faut avoir peut-être un peu de moyens quand même. C'est pas, tu sors un petit peu d'argent de ta poche. Il y a des caisses de solidarité qui peuvent prendre en charge Pour les maisons de partiellement, naissance, voire oui. entièrement le suivi en maison de naissance, justement pour que ça puisse être accessible au plus grand nombre. Mais comme tu dis, ça reste un accompagnement de luxe aussi, Oui, rien c'est ça. que dans ce qui est proposé en termes humains et en termes de temps, tu vois, de Mais voilà. consultation, d'explication, de mise à disposition du savoir, Il etc. y a des mutuelles aussi qui remboursent une partie, suivant les mutuelles. Donc ça peut devenir Oui. beaucoup plus accessible qu'un accouchement à la maison, par exemple, qui est plus difficile à Mhm. aborder Oui. pour Oula. le Ça, coup, c'est vrai. au Oui, oui. niveau financier. Ouais. Oui, je me dis quand même qu'on a vraiment beaucoup de chance et de s'être senti soutenu. T'es soutenu pendant l'accouchement, t'es écouté et t'es respecté. Alors t'es respecté en tant qu'humain. Enfin vraiment, moi c'est un peu ça qui me faisait peur à l'hôpital. C'est peur de pas être respecté en tant que personne et de te sentir alors infantilisé, je sais pas, mais objectifié quand même. Tu deviens un petit peu. Enfin, on s'occupe pas trop de savoir si tu vas bien. À un moment, c'est protocole, c'est Oui, tout protocole. à Enfin, fait. j'abuse un peu et il y a des Oui. endroits c'est pas ça, mais moi c'était la peur que j'avais et là vraiment non, c'est on te respecte toi, on respecte tes demandes, tes choix, puisque pendant tout le suivi on te demande vraiment est-ce qu'il y a des choses que vous voulez pour l'accouchement, est-ce que le papa il a des choses qu'il voudrait, et nous ça a joué sur le deuxième où bon le premier ça s'est bien passé mais, pour le premier accouchement, même pour le papa, mais après coup il se dit j'aurais bien aimé voir ce qui se passait à la sortie du bébé, voire même attraper le bébé. Donc il a demandé ça pour le deuxième. Bon, à moins qu'on te demande un truc complètement lunaire, mais ça, bon, mais on est entendu et elles le font. Elles essaient de respecter tous nos choix en général. Et ça, moi, je me dis, on a eu quand même vraiment beaucoup, beaucoup de chance, quoi. Alors après, oui, on l'a provoqué aussi parce que tous les mois, on faisait 2 Oui. heures de route pour le suivi. C'était un choix, quoi. Il Oui. faut louer un gîte, ça demande, voilà, c'est aussi un choix. Mais non, vraiment, je me suis sentie super chanceuse et à tel point, surtout après ce premier accouchement où du coup j'étais, je sais pas, j'étais droguée aux hormones, mais vraiment j'ai l'impression, et je sais pas, j'ai l'impression d'être high pendant 15 jours au moins après l'accouchement. Je disais à tout le monde que c'était trop bien d'accoucher. Mais un truc, je me suis vraiment. Et après coup, même ça m'a un peu. Parce que les gens en face, ils te regardent de dire ah bon. Du coup, je me suis presque sentie mal de dire aux gens que c'était bien d'accoucher. C'est pas J'ai le un peu arrêté de discours le qu'on faire. entend couramment, en tout cas en Mais France, oui. quoi. C'est souvent, si on entend Non. parler de quelque chose, c'est plutôt qu'il y a eu à un moment donné quelque chose qui a fait que c'est sorti de ce qui est vu comme étant le parcours standard. Sauf qu'en fait, ça c'est un retour qu'on peut avoir régulièrement, hein, même je veux dire quand on écoute ou qu'on lit des récits ou qu'on discute avec les sages-femmes. Hein. Cette problématique d'oser parler d'un accouchement qui s'est finalement bien déroulé, parce qu'il y a, comme tu dis, des fois une forme d'incompréhension presque ou de gêne de la part de la personne qui le dit, du fait que c'est un peu atypique, quoi. Comme tu dis, c'est Et censé. qui, a priori, Ouais. les gens ne le comprennent pas aussi. Oui, quoi. c'est ça. C'est vu comme une Il faut atypie, alors que expliquer. c'est censé être une norme. Enfin, Alors ça devrait pas du coup, l'être. ça vient toucher quelque chose. En plus, vu que c'est de l'ordre du très intime, de la relation à la vie et à la mort. Enfin, il y a quelque chose d'un peu bouleversant à discuter de ça aujourd'hui dans le contexte en France, en tout cas, quoi. En même temps, on dit oui, ça devrait pas être atypique, mais tu vois, je crois qu'il y a presque 80% des primipares qui accouchent avec péridurale en France, donc c'est. Un peu plus, ouais, aujourd'hui. En 2025, les stats ont. Eh ben voilà, donc c'est pour ça que parce que juste après l'accouchement, j'ai dit à la sage-femme qui était venue au gîte après, je lui ai dit mais j'ai l'impression que j'ai fait un truc de fou, alors qu'en fait, j'ai accouché quoi. Alors qu'en fait, t'as laissé faire ton bébé. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, bon, j'ai pas fait grand chose. Elle dit mais quand même, t'as accouché sans péridurale, et en France, il y en a quand même pas Ouais. beaucoup. C'est une Ils le réalité, font. hein. Et c'est vrai que pendant ma grossesse, ça c'est, en discutant avec des collègues médecins qui me demandaient alors t'accouches où? J'accouche en maison de naissance. Et clairement, on me regardait. Moi, il y a presque un moment, ça m'a découragée. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure pour le suivi, mais j'ai arrêté de dire que j'accouchais en maison de naissance, enfin que je prévoyais d'accoucher en maison de naissance. Oui. Parce que j'ai l'impression que quand je le disais, déjà on me disait mais c'est pas dangereux, alors que bon, non, pas plus, voilà. Et puis on me disait oui pour un premier bébé, mais est-ce que tu vas y arriver? J'ai des amis au contraire qui elles voulaient accoucher en CHU parce que c'est ça qui les rassurait, parce que s'il y avait un problème Oui, médical. après, tout est respectable. Oui, mais c'est ça. Nous, c'est ce qu'on dit mais souvent. voilà. Hein. De toute façon, il vaut mieux que tu ailles vers là où tu te sens serein, tu auras un meilleur accouchement. Oui, c'est ça. Oui, et maintenant j'en fais, c'est pas, j'en fais pas un militantisme, c'est pas vrai. Bon, quand je sens que je peux m'engager sur ce terrain-là, quand il y a des gens qui ont un souhait peut-être d'un accouchement un peu plus peut-être physio, franchement je leur en parle, parce que je leur dis mais oui, c'est possible pour un premier bébé, c'est possible d'avoir une super bonne expérience. Et nous en plus, comme il y a une maternité, celle qui est à 3/4 d'heure de chez moi là à peu près, 40-45 minutes, ils
ils essayent, il y a une équipe de sages-femmes qui essaye quand même de faire pas mal d'accouchements physio, et donc je leur dis mais si, c'est possible, même à l'hôpital après quand. Mais donc oui, j'essaye de partager un peu. Et de toute façon, nous, c'est ce qu'on a déjà dit dans plusieurs épisodes aussi, c'est que au-delà de ton projet, qu'il soit physiologique ou pas, être préparé à un accouchement de manière physiologique aidera beaucoup quand même de toute façon à déjà se préparer mentalement à l'accouchement. Et si jamais la péridurale elle arrive pas, et si jamais elle prend pas, et si jamais... Donc en fait, c'est important malgré tout d'avoir une préparation peut-être plus générique physiologique. Et ça apporte beaucoup, même si on va pas à la maison de naissance. Donc Ben oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas beaucoup de grossesse dans ma pratique, mais quand je vois des gens, c'est ce que je leur dis. C'est quand même bien aussi de se préparer. Alors, se préparer à éventuellement un accouchement physiologique. Et du coup, en fait, c'est bien d'avoir des connaissances sur comment ça se passe en accouchement. Parce que je pense que ça m'a aidé surtout pour le deuxième, où connaissant vraiment, je connaissais toutes les phases, tout le déroulé d'un accouchement physiologique, et de voir que ça se passait comme ça pour moi, de me dire tiens là j'en suis là il y a un enchaînement de contractions, là il y a une pause, et je savais qu'après la pause, ça allait être bientôt l'expulsion du bébé. Enfin moi ça m'a aidé de savoir comment ça se passait un accouchement normal. Oui. Et donc je pense que c'est important de s'intéresser. Au contraire, j'ai une copine qui a accouché je pense en mars, je sais plus. Et quand elle lui a demandé est-ce que tu as un projet de naissance, elle a dit moi le plus de drogue possible. Son projet c'était. J'ai déjà entendu ce genre de truc. Elle voulait être droguée, shootée, pas avoir mal. Bon là donc péri. Et elle a dit mais clairement c'est par mes connaissances. Enfin c'était de l'appréhension liée au fait qu'elle connaissait rien. Ouais. J'allais dire dans ce cas tu peux aussi chercher à connaître, mais il y a des femmes qui n'ont pas envie en fait de. Oui, il y en a ça les perturbe davantage, et puis des fois ça chemine pendant la grossesse aussi, c'est-à-dire que ça peut arriver sur une toute fin quand on arrive près de l'accouchement, on a aussi plus le concret qui arrive aussi, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, les angoisses elles arrivent vers la fin parce qu'en fait c'est là où on a fini la grossesse, donc on passe à l'après, et l'après c'est l'accouchement. Oui, quoi. Et tu sens que ça va à un moment sortir un jour et qu'il va falloir y passer. C'est ça. Et des fois il y en a qui s'y intéressent à ce moment-là, et des fois il y en a qui préfèrent ne pas savoir. Pareil, c'est là où tu te sens le plus serein. Et puis, mais peut-être ça dépend de ton histoire aussi, parce que moi j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que il n'y a pas de raison, mais moi ma mère elle a eu 3 césariennes, elle a jamais connu de contraction. Enfin du coup moi elle m'a rien transmis de négatif quelque part, elle m'a rien transmis non plus sur l'accouchement physiologique ou accoucher naturellement, mais du coup je suis partie presque de zéro en me disant bon pourquoi pas. Tu fais ton choix, sans être influencée plus que ça. Donc j'ai pas été impactée par des récits. Et après, si des récits négatifs, oui, moi j'ai vu des choses quand j'étais en stage à l'hôpital et tout, mais et je pense que du coup, si j'avais eu un enfant peut-être 2 ou 3 ans avant, j'aurais pas cherché à accoucher pareil, ou ça aurait été différent. Mais là, j'avais pris du recul, j'étais plus dans le. Et je ne regrette absolument pas. Vraiment, franchement, je pense que chaque jour, je me dis, j'ai eu vraiment la chance d'avoir ce choix, et chaque femme devrait pouvoir choisir, avoir un vrai choix de où elle peut accoucher. En France en ce moment, t'as pas toujours le choix. Oui, ça c'est l'idéal, oui. Ouais. Et du coup, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous parler du retour à la maison, parce que du coup, vous étiez pas à la fin de la location, donc il y a eu d'abord ce premier retour, puis après un second retour. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots comment ça s'est passé? Alors, premier retour, c'est en quittant la maison de naissance, et pour mon premier, j'ai accouché à midi. On est parti à 16h, donc on est vraiment resté 4 heures, tout allait bien. Bon, on est reparti au gîte. Là, c'était vraiment, ce petit gîte était vraiment très bien. Il n'y avait pas de vraie chambre, c'était une tiny house. Il y avait une espèce de bar qui séparait le lit du coin cuisine. Donc Emilia me faisait mon café. Enfin, franchement, on s'est mis au lit, on s'est couché tôt. Enfin, j'ai pas été, on était dans une bulle encore. C'était vraiment, ça s'est bien passé. La sage-femme, elle est venue, là pour le coup en plus, c'est tombé. Je pense qu'il y avait des congés ou je sais pas, toujours la même, celle de l'accouchement, qui est venue tous les jours voir moi, le bébé, si tout allait bien. Tout allait bien. Et on est reparti au bout de 3 jours, je crois, même pas. On aurait peut-être dû rester, 4. On est parti au bout de 3 jours parce que le bébé prenait du poids. Il y a eu des petites difficultés sur la mise en place de l'allaitement parce que il prenait pas bien le sein, il m'a fait une crevasse tout de suite. Enfin bon, il y a ça qui nous a un petit peu stressés, mais ça allait bien. Et t'es à 3 jours de l'accouchement, tu fais 2 heures de route. C'est reparti. Et encore que là aussi j'ai eu de la chance, j'avais pas de poids. Je me suis franchement le lendemain de ce premier accouchement, j'ai dit mais moi je peux réaccoucher. Enfin, il y a pas de problème, si moi je le refais demain si vous voulez. Ça avait été un peu sportif mentalement, mais comme je faisais du sport avant, enfin c'était comme si j'avais passé une épreuve sportive, j'en sais rien, c'était. Et donc le retour s'est bien passé. Et t'arrives à la maison et alors peut-être que par rapport à d'autres parents qui ont besoin dans les premiers jours d'avoir des conseils, d'être vraiment très très entourés, très accompagnés, on est peut-être un peu plus seuls.
c'est sûr, même si la sage-femme elle est joignable, il y a une astreinte je crois les 3 premiers jours, donc si on veut l'appeler la nuit, le jour qu'il y a un problème, on peut. Mais c'est vrai que sur la mise en place de l'allaitement, la plupart du temps, on faisait tout seul. Enfin, mais moi, ça m'a pas gênée. Moi, c'est vraiment. Et du coup, tu fais à ta façon directement. C'est ça, en fait, qui est prôné par le retour précoce, c'est de faire toi-même directement et du coup de t'inspirer de ce que tu ressens plus que des 1000 conseils que tu peux recevoir, voire contradictoires parfois. Moi, vraiment, pareil, le luxe d'être. Alors, on n'était pas chez nous, mais on était dans un endroit où moi, je me sentais vraiment bien. Oui. Et tu manges tes petites lasagnes, enfin tes trucs de chez toi. On te dérange pas pendant la nuit. Enfin, on vient pas toutes les 2 minutes te prendre une tension, un truc. Bon, voilà, moi, j'ai de la chance. Mon postpartum, il s'est bien passé. Enfin, j'ai eu aucune complication là, médicale. Mais moi, ça m'allait vraiment bien de pas recevoir, de pas être parasité de conseils, de gens, de trucs. Et après, on est rentré à la maison et franchement, premier postpartum, moi, hyper fluide. Vraiment facile. Le bébé était pas très compliqué, à part cet allaitement on a mis peut-être 1 mois quand même avant de le... Mais vraiment, au bout de quelques jours, je me souviens, on allait marcher, faire un tour du pâté de maison. Ça allait. Enfin, moi, à un moment, j'ai rigolé. Forcément, le périnée, il est un petit peu... Je me suis dit, oh, il y a tout qui ça. Mais sinon, non, vraiment, j'ai eu de la chance, celui-là, il s'est vraiment très bien passé. Et le deuxième, c'est un peu différent parce qu'on a accouché j'ai accouché. Mais le deuxième, j'ai accouché à 2h30 du matin. Et donc là, elles nous ont laissé dormir à la maison de naissance jusqu'au matin. On est reparti, je pense, vers 11h. Le gîte, il était un peu plus proche. Après, ce gîte, je me sentais moins... Le gîte était un peu moins agréable, peut-être. Il y avait le stress quand même de l'aîné à gérer. Et l'aîné, il avait 2 ans et 3 mois, donc c'est... Il était avec vous ou il était gardé Il était avec nous. On est arrivés ensemble. On est pareil, arrivé au gîte un jeudi. Emilien télétravaillait un vendredi. Moi, je gardais le petit toute seule le vendredi. Ça a été assez éprouvant. Et on nous le gardait à partir du vendredi après-midi. Et la sage-femme qui nous suivait là, elle a dit mais tu vas voir, tu vas le faire garder, ça va lâcher. Et ben j'ai accouché pareil de samedi à dimanche, même timing. Donc après il était gardé, mais il revenait nous voir dès le lundi. Donc le bébé est né le dimanche à 2h du matin et on récupérait le grand le lendemain. Bon, c'était un peu moins serein, oui, forcément. Un peu plus fatigant. Après il est reparti un peu plus tôt chez nous. Il est reparti avant nous avec mon père finalement. Et on retour à la maison avec le deuxième, le grand frère jaloux qui le griffe. Premier jour, franchement, le bébé il devait avoir 3 jours, griffure sous l'œil. J'étais là, oh putain, c'est quoi cette vie? Non, bon. Mais ça a été un peu plus dur j'ai plus souffert sur mon deuxième postpartum que sur mon premier. Mais ça va. Maintenant, ça commence à aller. Et du coup, pour parler un peu de tout ce que ça a pu t'apporter, on se demandait si cette expérience avait changé ton regard sur les femmes que tu accompagnes en tant que médecin généraliste, mais tu parlais notamment que tu avais fait un DU, donc j'imagine que tu peux aussi accompagner en gynécologie. Et le fait d'avoir vécu un accouchement dans ce cadre, est-ce que ça t'a permis de mieux cerner peut-être ce qu'elles peuvent traverser à cette période de leur vie? Oui, ça a changé quelques petits trucs. Alors, déjà juste même après mon premier accouchement, mais aussi après mon deuxième, j'ai eu envie d'une reconversion, moi, de partir faire sage-femme, faire assister des naissances. Bon, je pense pas que ça se fera parce que c'est un peu compliqué techniquement. Oui. Mais ça a quand même changé déjà mon regard sur l'accouchement naturel entre guillemets, donc même sur l'accouchement à domicile où je me dis mais franchement c'est carrément possible et c'est quelque chose qui devrait être plus répandu. Pour moi c'est quelque chose de normal. Enfin c'est devenu quelque chose de normal. On peut accoucher à la maison si ça se passe bien, si on est accompagné, que tous les voyants sont au vert et qu'on a tous les accords qu'il faut. Voilà. Pour moi ça c'est possible et ça a changé là-dessus. Après sur les suivis de grossesse, donc j'en fais pas beaucoup mais parfois j'en fais et peut-être j'essaye, je peux pas, j'arrive pas moi à mon cabinet à avoir autant de temps qu'elles ont à la maison de naissance, on n'est pas dans les mêmes conditions, on n'est pas mais j'essaye quand même de prendre du temps, que la consultation dure plus longtemps, laisser les femmes s'exprimer, savoir comment elles vont, explorer d'autres choses que du purement médical, ça j'essaye de le faire. En habitant à 2 heures de la maison de naissance, c'est vrai que c'est pas forcément un truc dont je parle aux patientes. Enfin, il y en a certaines où je sens que vraiment elles ont un projet. Donc je leur dis, sachez qu'il y a la maison de naissance qui existe, elle est à 2 heures. Ça demande toute une logistique, mais il y a des gens qui le font, qui font de la route, quoi. Mais c'est vrai que spontanément, j'en parle pas forcément. Moi, j'allais dire, j'essaie d'avoir un côté un peu plus humain. J'espère que je l'ai, même dans mes consultations, pas gynéco, le côté un peu humain, mais donc ça a changé quelques petits trucs. Ouais. Si aujourd'hui tu croisais la jeune femme médecin qui à l'époque avait voulu faire gynécologue obstétricien, qu'est-ce que t'aurais envie de lui dire à la lumière en fait de tes expériences d'accouchement?
Alors, je pense que je dirais qu'il y a d'autres choses que l'hôpital qui existent et qu'il faut pas être fermé dans ses idées, qu'il faut être ouverte, qu'il faut entendre les demandes, les souhaits des patientes, parce que parfois j'avais l'impression que c'était pas entendu, ou en tout cas qu'il y avait une frontière trop grande et que c'était pas bien compris entre ce que certaines patientes voulaient et ce que le personnel voyait, je sais pas. Enfin, je sais pas comment dire, mais donc je pense être peut-être un peu plus ouverte. Encore que c'était latent, moi, chez moi. Je pense que il aurait suffi de pas grand-chose. C'est juste qu'en tant que jeune interne, là, moi, je voyais que du truc médicalisé et on voyait pas tout cet aspect de l'accouchement, des grossesses. Je crois que même, il y a, même chez les sages-femmes, il y a des étudiantes qui voient presque que du médical et qui voient rarement du sans péri, finalement. Donc, C'est quelque chose qui nous a été souvent relaté, oui, par les sages-femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais lui dire aujourd'hui qui ferait qu'elle resterait en gynécologie obstétrique, ou est-ce qu'il n'y a rien que tu puisses lui dire qui fasse qu'elle ferait quand même une bifurcation pour la médecine générale? Je me suis quand même pas mal posé cette question, mais même récemment, parce que j'ai été à un congrès sur l'endométriose et du coup j'ai vu des gynécos, des gynéco-obstétriciens, et il y a eu une petite partie de moi qui s'est dit t'aurais continué, t'aurais été là, quoi. T'aurais été discuté avec d'autres. Donc je me suis quand même posé la question de me dire est-ce que j'aurais dû rester. Peut-être que je lui aurais dit reste, j'aurais pas eu la même vie. J'en serais pas, Oui, j'aurais bien pas sûr. 2 enfants là, j'aurais pas ma maison et j'aurais pas pu travailler, garder mes enfants le mercredi. Enfin, peut-être un jour, mais peut-être pas maintenant, quoi. Donc, ça aurait quand même pas été la même vie. Ça, je regrette pas là-dessus. Mais j'aurais peut-être dit, vas-y, reste, finis ton internat, vas-y, et essaye de faire changer les choses de l'intérieur un peu. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'allais D'amener dire, un il autre existe regard. des Mais oui, il y en gynécologues a. obstétriciens, et typiquement, nous, on avait une qui est chef de service, la maternité d'Aubagne, du coup, qui fait un partenariat avec une maison de naissance, Ouais. qui, du coup, va œuvrer dans ce sens. C'est pour ça que j'étais curieuse de savoir s'il y a quelque chose. Mais en effet, après, comme tu dis, la compatibilité avec ce que tu as pu mettre en place dans ta vie aujourd'hui, à ton âge, et avec ton travail, ça aurait été complètement différent. Mais c'est Ça aurait pas intéressant été la même. c'est intéressant de savoir, ouais. On a toujours des pensées qui nous traversent de toute façon, c'est normal. Mais c'est ça, ou même sans aller dans le sens, enfin pas forcément maison de naissance, mais où j'aurais pu venir quand même m'installer dans la région où je suis, où il y a vraiment un manque de gynéco. J'aurais pu être dans une maternité proche de par ici, empêcher que certaines maternités ferment et soutenir à côté, peut-être pas les maisons de naissance parce que bon, c'est peut-être compliqué à mettre en place, mais au moins soutenir les sages-femmes à domicile qu'il y a dans la région et essayer de travailler en partenariat avec elles et être en bonne intelligence, ce qui est pas toujours le cas. Voilà, j'aurais peut-être pu changer des petites choses. Bon, ça ne se fera pas. Oui, Non, mais à mais ton oui. échelle et d'autres C'est façons, ça. tu peux aussi œuvrer à faire changer Tu les sais, choses. parler de la maison de naissance à tes patientes, c'est déjà pas rien parce que tous les médecins ne le font pas, surtout à 2 heures de route où du coup là, on est sûr qu'il y en a aucun qui le font. Donc c'est déjà Quand je aussi sens qu'il y a une une petite façon ouverture ou un intérêt, je sais que je l'évoque et bon, des fois, pour l'instant, j'en ai pas trop qui y sont allés, mais ça pourra. Ouais. Et maintenant, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux futurs parents ou aux parents en cours de suivi de grossesse qui aimeraient avoir un accouchement physiologique et qui sont, d'une façon ou d'une autre, liés au métier médical? Je pense se rappeler que quand même accoucher, on sait le faire. Enfin, on peut. C'est quelque chose qui a pas forcément besoin d'être médicalisé. Quand tout se passe bien, on sait le faire, on sait accoucher. Prendre confiance en soi, parce que c'est quelque chose ça peut-être que moi j'avais pas trop. Et le premier accouchement, il m'a vraiment donné confiance en moi de me dire mais c'est possible, on peut le faire même pour un premier. Et ça a dû jouer sur le fait qu'au deuxième, psychologiquement, ça roulait. Faire confiance aux professionnels qui nous entourent, du coup, souvent des sages-femmes quand c'est un accouchement physiologique et vraiment déposer le cerveau et s'en remettre à elles et se dire c'est leur métier, elles savent faire et essayer de mettre de côté nos connaissances médicales qui pourraient venir interférer. Mais je pense que quand on est en confiance avec les professionnels avec qui on est, ça se fait bien. Ça se fait tout seul. Ouais. Accoucher, c'est super. Non. Non, après, voilà, je sais que on peut pas, parfois, oui, parfois, il peut y avoir des complications, des Bah besoins de oui. médicalisation, donc je veux pas, Oui, et puis il y a des donner une pathologies. fausse Et puis, image. non. Mais là, tu parles du contexte physiologique. Pour le coup, tu parles du contexte où tout est ouvert, qu'il n'y a aucun problème, que tu es dans des clous. Il y a des femmes qui nous ont dit c'est hyper stressant d'accoucher en maison de naissance parce qu'il faut être dans les clous du début à la fin, enfin au moins jusqu'à la fin en tout cas, pour pouvoir y rentrer. Et donc il y a ce côté quand même très particulier où si ça fonctionne aussi bien, c'est parce que tous ces critères sont ouverts, quoi. Ouais.
Et donc, pour conclure l'épisode, je vais te poser les 2 traditionnelles questions de fin de nos épisodes. La première étant, est-ce que, au regard de tes expériences en maison de naissance, tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, une maison de naissance, déjà, c'est Doumaya. Quand moi, je pense à maison de naissance, je pense à c'est la maison où j'ai accueilli mes 2 garçons. Et c'est vraiment un peu comme, alors pas une deuxième maison, mais vraiment, si j'y reviens et qu'il y a un sentiment particulier, on se met pieds nus. J'ai l'impression d'être chez moi un petit peu, alors que je suis pas allée tant que ça. Je m'y sens bien. C'est un endroit aussi que je rattache aux sages-femmes qui m'ont accompagnée. La sage-femme qui a été là à mon premier accouchement a été présente à mon deuxième accouchement. En fait, les 2. Bon, bref, toutes les sages-femmes qui étaient présentes à mes accouchements pendant mes suivis, je garde vraiment un souvenir de leur bienveillance. Je dirais même, il y en a une qui est presque devenue un peu une amie. Enfin, donc vraiment, c'est un super souvenir. C'est un peu la maison de mes bébés, quoi. Merci pour cette jolie définition. Et est-ce que tu aurais une ou plusieurs petites astuces à partager aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent avoir un accouchement physiologique? Alors oui. Déjà, un premier conseil, c'est de pas s'emballer à la première contraction. Donc vraiment continuer à vivre sa vie tant qu'on est en fait en première phase du travail. Ouais, faire des gâteaux, continuer tant qu'on peut, je sais pas moi, voilà, tu fais tes courses ou tu vas randonner, t'arrives à vivre ta vie, tu continues à vivre ta vie, tu t'emballes pas. Parce que voilà, je pense que si on s'emballe trop à la première contraction, en fait, ça peut être très très long cette phase de latence et on peut s'épuiser. Deuxième conseil, ce serait se reposer dès qu'on en a l'occasion. À la limite, voilà, début des contractions, phase de latence, si tu peux aller dormir, peut-être que déjà ton travail va s'arrêter, c'est que t'es pas encore lancé finalement, donc t'as bien fait de pas t'affoler. Et essayer voilà de dormir, faire une sieste, se reposer parce que ça peut être long et la fatigue c'est quand même pas trop ton allié dans l'accouchement physio. Ensuite, je dirais quand même ce qui m'a aidée, c'est bizarre, mais j'avais envie d'accoucher. Vraiment, les 2, mais pas juste envie de: «Ah, il faut que cette grossesse se termine», même si ça a joué. C'est vraiment, j'avais envie, le premier accouchement, j'avais envie de savoir ce que c'était, de vivre ce truc, je m'étais dit: «Ça allait être intense». Vraiment, j'avais envie et vraiment, même, pendant les accouchements. Alors le premier où j'étais un peu en transe, je me suis moins dit ça, mais le deuxième, je me suis vraiment dit: «Je kiffe, quoi». J'étais trop bien, j'étais trop contente de vivre ce que j'étais en train de vivre. Après, j'étais aussi entourée, de personnes avec qui j'étais bien. Il y avait, ma sage-femme, il y avait une des sages-femmes qui est revenue comme doula. Enfin bref, donc j'avais ma petite équipe là et je kiffais, donc profiter de cette expérience qu'on peut vivre. C'est un truc qu'on revivra pas. Enfin, encore une fois, si tout se passe bien, que tout se déroule sans encombre, enfin, c'est juste hyper, c'est unique comme expérience. C'est hyper intense, mais dans le bon sens du terme. Enfin, moi, mon deuxième, je me souviens, à un moment, je me suis dit, j'en chie, quoi, mais j'en chie en bien, comme quand tu vas faire du sport et je sais pas, c'est bizarre, c'était dans l'effort, et je savais que j'étais bien, et même j'avais presque, ça pourrait être un autre conseil, c'est de pas aller contre la contraction, c'est vraiment, j'essaie de détendre toutes les parties de mon corps, de plonger dedans, quoi, et de la laisser passer, et du coup, d'accepter ce qu'on lit un peu partout, accueillir les contractions, accepter ce qui arrive et vraiment, enfin même sur le deuxième, je cherchais la position qui allait déclencher les contractions. Enfin, je l'ai cherché, quoi. C'est bizarre de dire ça, mais de profiter. Enfin, c'est Oui. De profiter d'une certaine façon, parce que comme tu dis, c'est l'effet unique unique, et il y a voilà de la douleur liée à ton corps qui va se contracter. Mais si en effet tu essaies d'aller dans ce sens-là, plutôt que de lutter contre, tu vas forcément vivre la chose très différemment. Ça veut pas dire qu'il se passe rien ou que on le vit. Et même avec le coparent, enfin la personne qui est là avec toi, c'est un moment unique que tu partages quand même avec cette personne. Moi, avec mon copain, enfin même les sages-femmes, elles ont dit mais là on a découvert notre Émilien, quoi. C'est pendant le suivi, elles le voyaient pas comme ça, et là c'est un truc vraiment à part. Et c'est un moment hors du temps et c'est une petite bulle, c'est indescriptible. Donc bref, des petits conseils, s'informer, ça peut jouer un peu quand même, mais Ouais. Ça, comme tu disais tout à l'heure, je pense que ça dépend peut-être ça des dépend de la personne. personnalités. Ouais. C'est ça.
En tout cas, merci beaucoup pour ces petites astuces. Merci aussi d'avoir pris le temps de venir à notre micro pour raconter toute ton histoire en tant que femme qui a justement un bagage médical professionnel qui permet pour la première fois d'avoir un double regard sur le récit d'accouchement et sur toutes les questions qu'on a pu partager avec toi. C'était vraiment intéressant. Avec plaisir. C'est vraiment un regard précieux en tant que maman, mais aussi en tant que professionnelle, comme tu le disais, parce que ça a pu faire évoluer ton regard et ton accompagnement sur les femmes que tu peux aujourd'hui rencontrer lors de tes consultations. Ton témoignage nous permet de mettre en lumière une facette importante aussi des maisons de naissance, celle de la sécurité et de la rigueur médicale présente dans les structures, malgré en fait le confort qui est proposé, comme tu disais, l'aisance avec laquelle tu peux te mettre à l'aise lors des consultations, et la possibilité aussi d'y être accompagné avec une attention vraiment profondément individualisée, avec le temps nécessaire à accueillir aussi ce que tu disais, les peurs, les émotions, et aussi tout ce qui peut traverser le partenaire ou la partenaire. Tu nous as montré aussi combien cet accompagnement peut parfois alléger même la charge mentale. Tu nous as parlé de déposer justement une partie de ton cerveau grâce aux sages-femmes qui t'ont accompagné, et de pouvoir mettre de côté cette casquette professionnelle pour simplement vivre pleinement l'expérience de la naissance. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. Votre présence à chaque épisode est vraiment très précieuse et importante pour nous. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre un petit like, un petit commentaire, à reposter les stories si jamais le cœur vous en dit. C'est ça qui va faire connaître les maisons de naissance et aussi permettre de vulgariser et faire découvrir de plus en plus les maisons de naissance à tout le monde. Au revoir Sophie, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Sophie. Vous venez d'écouter le podcast Par Babas à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par Voix Basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.